Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Et salut à tous, c'est Patrick de Carvalho et je vous reçois à nouveau sur le podcast Je ne perds jamais. Aujourd'hui, j'ai un banquier, j'ai encore un financier, j'en ai déjà eu quelques-uns et c'est un sujet qui me passionne parce que c'est par l'argent, par la finance qu'on peut avoir un maximum d'impact. Et là, ça va être le cas. Je vous présente Thomas Delage de l'UG. Bonjour Thomas, je suis ravi de te recevoir ici. Écoute, salut Patrick, merci beaucoup, hein. C'est un grand plaisir de se prêter à l'exercice. Moi, alors j'ai fait un peu de vidéo, mais c'est mon premier podcast, tu vois, donc Eh ben écoute, tu voilà, vois, tu vas être, je l'entrais on dans le va grand être, bain. on va être entre amis, tu vas voir, on va passer un beau moment. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est justement de creuser, de creuser ton parcours parce que il est effectivement relativement iconoclaste parce que tout le monde ne lance pas une banque comme ça. C'est vrai. on on est dans les années, on est en 2023 pour ceux qui regarderont ça plus tard. Et donc, Thomas, toi, tu as écouté un parcours qui en fait est d'origine scientifique, hein, puisque tu as fait des études scientifiques techniques. Tu as même fait en fait Télécom Paris, qui est à la base vraiment un truc très poussé avec de la robotique et des choses techniques. Mais toi, à Télécom Paris, tu n'as pas fait seulement de la tech et du scientifique, tu as fait en fait la version finance. Exactement. Donc ça c'est plus surprenant, mais voilà. Et puis dans la foulée, tu vas avoir un passage vers le monde du salariat, hein. Tu vas travailler chez PricewaterhouseCoopers pendant quand même pas mal de temps, 5 ans, presque 5 Ouais, ans un et peu plus demi. de 5 ans, ouais, tout Hein, à fait. 5 ans et demi, tu vas vraiment être là, l'univers de la finance, au niveau de la gestion des risques, des services pour les entreprises. Je vais enchaîner toujours dans la finance avec quasiment 2 ans chez BNP. Donc ça pareil, tu continues dans la finance et puis tu vas enfoncer le clou avec une structure qui s'appelle Alvarez et Marsal. C'est comme ça qu'on dit, Ouais, Thomas? exactement. Alors Ouais. à l'anglaise, quoi, Alvarez and Marsal, mais tout à fait. Yes, Qui sont en voilà, fait les noms des 2 fondateurs. cette boîte-là, c'est toujours dans les services financiers aux entreprises, ouais, toujours? Alors, non, non, c'est une boîte qui a un positionnement qui est beaucoup plus large et beaucoup plus généraliste, mais de D'accord, fait, dont le bureau de Paris avait créé en 2018 une équipe dédiée aux services financiers. Et donc d'accord, moi, j'avais rejoint cette équipe pour pouvoir contribuer à son développement. Mais de yes. manière générale, on est capable d'accompagner, enfin je dis «on» comme si j'y étais encore, mais de Ouais, manière ouais, tout à générale, fait. ouais, je suis resté très proche des équipes donc que je continue de revoir assez D'accord, régulièrement. Mais ils sont très généralistes et ils sont capables d'accompagner des entreprises sur tout un tas de sujets. Enfin d'ailleurs, je dis des d'accord, entreprises, mais également ouais. des fonds d'investissement qui est une de leurs grosses composantes métiers. Ouais et après, et alors Thomas, après ces 10 ans dans la finance, hein, grosso modo, eh bien, tu t'es dit: «Allez hop, ça manque, je vais monter une banque». Donc en fait, Alors tu t'es lancé en ouais. septembre 2023 là Ouais, c'est tout sur, récent, c'est tout récent. hein? Ouais, Alors je précise juste un point, Patrick, qui a un point assez important, c'est qu'effectivement, j'ai cette vraie composante de service financier depuis le début et en fait, j'ai eu la chance de découvrir, mais un peu par hasard, il y a maintenant, 2 ans, le fonds du bien commun, d'accord, qui, malgré ce que son nom indique, en fait, n'est pas réellement un fonds, dans le sens où c'est un fonds de dotation, d'accord. qui a été, donc enfin, à vocation purement philanthropique, qui a été créé C'est par pas un ce qu'on appelle entrepreneur un et un fonds investisseur français, d'investissement, c'est ça que tu veux dire? qui s'appelle Pierre-Édouard Sterrin, qui avait monté notamment le groupe Smartbox et qui avait ensuite racheté La Fourchette, qui était un deal qu'il avait pas mal fait connaître. Et donc le fonds du bien Je t'ai commun, qu'est-ce que perdu. c'est? C'est une C'est structure, comme je te peut-être, disais, philanthropique, ouais, dont ouais, l'objectif est d'apporter, de financer avec des capitaux des projets à impact très fort, majoritairement des associations et également dans certains cas des d'accord, startups à impact. À partir du moment où elles rentrent dans 4 grandes thématiques, que je d'accord. pourrais revenir Ouais, dessus un peu plus tard. tu vas nous raconter ça. Donc, effectivement, pour terminer ton introduction, tu es donc sur cette structure que tu as appelée Agatha, Exactement. qui est une néobanque, on va l'appeler comme ça, dans le S
donc social de l'ESG, hein, on va en parler. Et donc ce projet, lui, il s'inscrit dans le fameux fonds du bien commun, un peu comme un incubateur, hein, c'est ça? C'est le fonds du bien Exactement, commun tout à fait. qui est une sorte d'incubateur de ce projet-là? Donc en fait, le fonds du bien commun, initialement, c'était une équipe d'investisseurs qui D'accord. déployaient des capitaux sous forme de dons, sous forme de prêts et également sous forme de capital à D'accord. des projets soit profit, soit non-profit. OK. Et en fait, on s'est rapidement rendu compte qu'il fallait qu'on apporte d'autres composantes métiers. Donc, on a créé une deuxième équipe, qui est une équipe d'accélération. Donc, un peu comme dans un fonds, une équipe d'operating partner. On est capable de mettre Mmh. à disposition de nos projets en portefeuille un certain nombre de métiers. Finance, RH, communication, mécénat, web design, etc., etc. Un certain nombre de fonctions, je dirais, sous forme de jour homme. Et enfin, un troisième métier pour tous les projets qu'on rêverait de financer mais qui n'existent pas. Donc, on a créé un incubateur, un startup studio. Et Mmh. donc, moi, aujourd'hui, effectivement, comme tu le mentionnais, je suis incubé dans ce startup studio. D'accord. Waouh. Et tu vas nous raconter et moi ce que Ouais. je voudrais maintenant qu'on fasse, Thomas, c'est un exercice qu'on n'aime pas toujours faire, mais est-ce que tu peux toi, te pitcher toi-même? C'est-à-dire si tu devais te présenter, qu'est-ce que tu ajouterais? Qu'est-ce que tu compléterais? Puisque, pour ceux qui connaissent un peu ma petite patte et mon habitude, je présente mes invités en me basant sur, leur, parcours et leur profil LinkedIn, qui reste quand même, je dirais le vecteur de la marque, personnelle et en tout cas Bien sûr. professionnelle, dans nos métiers à tous. Donc, Ouais, bien sûr. Thomas, allez, c'est ton tour, à toi. Allez, merci Patrick. Non, honnêtement, la présentation que tu viens de faire est assez juste, assez réaliste. Moi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que j'ai vraiment deux grandes casquettes dans ma carrière. J'ai un premier fil conducteur qui sont les services financiers, secteur que D'accord, j'ai ouais, jamais quitté, dans lequel j'ai bien toujours sûr. travaillé. Et un deuxième secteur qui est le monde de la philanthropie que je ne connaissais absolument pas, Ouais. mais qui en fait depuis 2 ans où je suis dans cette structure et je vois un peu l'ensemble des projets, l'ensemble des porteurs de projets, des gens qui déploient une énergie qui est absolument colossale, qui souvent est beaucoup moins visible d'ailleurs que Mmh. des entrepreneurs. C'est moins médiatisé, ça intéresse moins les gens. Et en fait, ça fait un peu 2 ans que je mûris cette volonté assez forte qui est de me dire, mais finalement, réconcilions les deux. Ouais. Un autre élément aussi important que je pourrais te confier, c'est que en fait, en 2013, donc tu vois, 10 ans déjà, exactement 10 ans auparavant, je fais mon stage de fin d'études. Et donc, je le fais déjà chez Price, et que je D'accord. rejoindrai ensuite en CDI. Quand je fais mon stage de fin d'études, un de mes tout premiers clients, c'est une banque privée. Une banque privée qui est située Place Vendôme, d'ailleurs. Je ne D'accord. dévoilerai pas qui c'est, mais en tout cas, je te donne leur localisation. Et en fait, quand je mets pour la première fois de ma vie les pieds dans une banque privée, je me rends compte qu'il y a un écart colossal entre les clients d'une banque privée versus Ouais, les clients d'une banque ouais, traditionnelle. Donc, ouais, tu vois, ça fait une dizaine d'années que je mûris aussi cette question qui est comment on peut apporter un service, je dirais, additionnel à des mmh. clients d'une banque Mmh, mmh mh. traditionnelle, Mmh, 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 mmh. puisqu'il faut, enfin, pour pouvoir prétendre à une banque privée, il y a quand même un niveau de capital financier à détenir qui est Ah assez oui, important. Voilà, ouais. donc c'est un peu ces deux grands piliers que j'ai voulu fusionner. Enfin, peut-être un dernier point que je peux te mentionner, c'est que le fonds du bien commun, depuis 2 ans que j'y suis, j'ai eu l'occasion de le présenter à beaucoup de reprises parce que c'est assez unique comme structure et comme Ouais, moi ambition je à connaissais Paris. pas, hein. J'ai découvert, avec, ton parcours, avec ton profil et je suis très content Ouais, d'ailleurs, mais effectivement, c'est toujours dommage que ce genre d'initiative soit, entre guillemets «en catimini» ou en tout cas, n'ait pas peut-être ouais, l'aura ah, bien qu'elle sûr. pourrait ou qu'elle devrait avoir, ouais. 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 Alors du coup, attends, sur ce sujet, je me permets tout de suite de faire une petite digression, mais qui va beaucoup t'intéresser. En fait, j'ai eu l'occasion de pitcher le fonds du bien commun au président de la République. Waouh! Ah Par un oui, par un hasard complet. En fait, il se trouve que, avec pas mal de copains, moi je suis un grand fan de chant, j'adore chanter, tu vois, un peu de chant d'accord, traditionnel, de chant populaire, et cetera, d'accord. et aussi un peu de chant sacré. Et en fait, avec pas mal de copains, on est dans un chœur d'hommes et en fait, on répète, tu vois, toutes les 2 Waouh! semaines. Et en Ouais. fait, un jour, en sortant d'une répétition, on tombe dans la rue sur Waouh! le président de la République avec son épouse Brigitte Macron. Et en fait, Waouh! c'était assez marrant parce que c'était le soir, c'était en plein pendant les réformes des retraites, au mois d'avril, si je dis pas de bêtises. D'accord. Et en fait, le président avait fait une allocution télévisée pendant la journée, enfin pendant en début de soirée, pardon, dans lequel Mmh. il disait bon voilà, maintenant la réforme des retraites c'est derrière nous, on tourne la page, mais essayons de trouver d'autres projets, et on va refondre le pacte social ensemble. Moi, je D'accord me et souviens en allant à cette tu pu répétition. l'approcher? Tu pu l'approcher? Parce qu'il devait être, Alors attends, bien protégé, bien carrément. entouré? Effectivement, donc le climat social était effectivement assez tendu. Et en Ouais. fait, moi, j'arrive en retard à cette fameuse répétition. Et dans le métro, en y allant, je suis en train de regarder un peu les grandes séquences de l'allocution présidentielle, parce que moi, j'ai toujours été D'accord. un grand fan de. J'ai toujours suivi de très près l'actualité politique.
Donc, je regarde un peu ce message, je me dis, tiens, c'est marrant, refonte du pacte social, le truc germe un peu dans ma tête. Et en fait, on sort de cette répétition. Évidemment, il y avait une quinzaine de gardes du corps, impossible de nous approcher. Et on se dit, c'est pas grave, on va essayer de toucher une corde sensible et on chante un premier chant. Dans la rue, il se passe strictement rien. Et en fait, on chante un deuxième chant. Et là, le président s'arrête. Il vient nous voir, il nous dit, mais comment vous connaissez ce chant-là? Et en fait, il se trouve que ce fameux deuxième chant qu'on chantait, c'est un chant qui s'appelle Le Refuge, qui est un chant qui doit dater des années 70 ou 80, si je dis pas de bêtises, qui est un chant traditionnel pyrénéen. Et il se trouve que la grand-mère d'Emmanuel Macron est d'origine pyrénéenne. Et donc lui, c'est un chant qu'il connaît et qui a bercé sa jeunesse, tu vois. Ah oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, on a l'anecdote. Incroyable. Ouais, c'est assez marrant. Et donc, du coup, on a, tu vois, 4-5 minutes où, en fait, on rechante ensemble avec lui dans la rue, ce chant. Et en fait, à l'issue du chant, je me dis, mais attends, refond du pacte social, fond du bien commun, président de la République, honnêtement, tu peux pas ne pas aller le pitcher, quoi. C'est l'opportunité en or. Mais encore faut-il oser, Thomas. Ouais, voilà, je te garantis que le palpiton était à mon avis, ça devait être pas mal. C'est clair. Mais du coup, je reviens sur ce que tu disais. En fait, quand j'en parle au président de la République, évidemment, il était hyper intéressé et il en avait jamais entendu parler. Donc, tu as raison, on a aujourd'hui, mais c'est assez logique parce qu'on est une structure aujourd'hui B2B, tu vois, c'est-à-dire que nous, on soutient des assos et des entreprises, mais on n'a pas de produit grand public. Et donc, ça, si tu veux, ça confortait également mon intuition qui était de me dire, créons un produit grand public à impact très fort. D'où la volonté de parce que sinon ça reste sous les radars, ça reste des services, des produits interentreprises, et donc ça sort pas sur les marchés au grand public. Ouais. On parlera peut-être tout à l'heure de cynisme ou pas entre le monde de la finance et le monde du social, parce que tu vois, toi tu as fait 10 ans, presque 10 ans dans la finance, avant tout à coup d'avoir, je dirais, une bascule vers ce côté impact social, mais entre guillemets, tu vois, d'où ça vient, comment ça vient, est-ce que toi, dans ton environnement familial, est-ce que c'est des choses qui font partie aussi déjà de ton éducation, avec tes proches, tes parents? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Comment t'es côté perso, qui pourrait expliquer ou pas Ouais, bien sûr. Non, mais c'est un très bon point, et je pense que tu mets le doigt sur un des éléments déclencheurs. C'est que, donc, moi, je fais partie d'une famille nombreuse, on est 5 enfants. Et en fait, mes parents nous ont toujours, tu vois, montré l'exemple de l'engagement. Et donc ça s'est fait de plein de manières, tu vois. Enfin, tu vois, moi j'ai été scout pendant toute ma jeunesse. J'allais te demander, est-ce que t'as été scout? Ouais, moi aussi. Non, mais en fait, tu vois, c'est ça, honnêtement, je pense que dans ma vie d'homme, c'est vraiment un des éléments déclencheurs. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas anodin. Tu vois, moi j'étais la première fois chef, c'était en 2013, donc j'avais 22 ans. Donc à 22 ans, t'es quand même un gamin. Et en fait, quand tu as 22 ans, tu te retrouves avec 30 garçons. Tu t'occupes de la troupe. Exactement, tu t'occupes de ta troupe. Voilà, c'est loin d'être anodin. Et par ailleurs, il y a aussi, tu vois, dans le scoutisme, et du coup, c'est assez marrant que tu aies cette expérience, enfin, qu'on ait cette expérience commune. Tu as un certain nombre d'engagements qui sont assez forts. Et moi, je suis assez convaincu que, tu vois, les petits engagements qu'on porte quand on est jeune, en fait, sont des engagements qui vont nous suivre toute notre vie. Tu vois, il y a une phrase un peu connue qui dit, si tu es pas capable de dire oui à une petite chose, tu ne seras pas capable de dire oui à une grande chose, et vice versa. Et ben j'en suis assez convaincu. Donc ça, c'est un premier exemple. Je te donne un autre exemple aussi qui, pour le coup, je remonte juste d'un cran et je vais passer au niveau de mes grands-parents. Moi, j'ai mes grands-parents qui ont vraiment passé toute leur vie au service des handicapés. Et ils ont été, tu vois, un engagement fort, parce que là, pour le coup, c'est difficile, s'occuper comme ça des personnes qui sont en handicap et tout, c'est compliqué, c'est clair. Ouais, clairement. Et donc, tu vois, pour donner un exemple, en fait, ils se sont rencontrés à Lourdes, que tu connais probablement, parce que c'est un endroit de pèlerinage assez connu, où il y a un trafic de personnes porteurs de handicap qui est extrêmement important. Et moi, mes grands-parents, ils nous y ont emmenés, tous nos cousins, mes frères, mes sœurs, mes oncles, mes tantes, très jeunes. Et donc nous, on a aujourd'hui tu vois, une espèce de facilité de regard et d'action et de mots vis-à-vis des personnes handicapées. Et ça, pour le coup, c'est vraiment, tu vois, ça, encore une fois, je remonte d'un cran et je vais au niveau de mes grands-parents. Mais c'est un peu toutes ces petites choses qui ont, tu vois, qui ont suscité en moi l'envie d'avoir un engagement fort, quoi.
Et alors, ce qui va m'intéresser, Thomas, d'explorer avec toi, ça va Ouais, être, entre guillemets, ton cheminement, vers l'entrepreneuriat. Parce que, ouais, évidemment, ici, on est au podcast sur le podcast des ouais, entrepreneurs, bien sûr. hein, parce que moi, ma conviction profonde, c'est que, entreprendre, c'est apprendre, première conviction. Et deuxième conviction, c'est que, notre planète et le monde, on peut le changer, en étant entrepreneur. Moi, je suis persuadé que, tu vois, c'est avec une vraie volonté, une force d'entreprendre, Bien dans le sûr. sens Ouais, d'agir, dans le sens de se mettre en action, que bien sûr. on Ouais. peut faire quelque chose. Beaucoup Non, ça plus c'est clair. une entreprise, tu vois, qui crée un produit, un service, et puis voilà quoi. C'est juste un produit, un service fait par une entreprise. Moi, j'estime que le leadership et puis tu vois, la poussée, elle se fait par l'homme ou la femme qui, lui, est tu vois, Complètement. le fil Ouais. conducteur et l'entrepreneur dans le sens de l'action. Donc ça, c'est Non, c'est toi, clair. tes frères et sœurs, ils sont eux-mêmes entrepreneurs ou pas du tout? Non, écoute, pas du tout. C'est marrant parce que c'est D'accord. pas vraiment un truc de famille. Tu vois, pour le Ouais, c'est ça, coup, si j'allais te demander justement, est-ce qu'il y non. avait un truc comme ça autour de la famille ou pas? Non. Non, 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 écoute, pas du tout. C'est vraiment pas un truc de famille. Et je pense que c'est effectivement une grande aide d'avoir des exemples d'entrepreneuriat et Ouais, ça. d'entrepreneurs parmi ses proches. Moi, c'était pas vraiment mon cas, mais, en fait, c'est assez marrant que tu me poses cette question. Donc moi, tu me comprends bien, j'ai passé quasiment 10 ans de ma vie en étant salarié Ah dans des oui, structures plus ou moins grosses, et effectivement avec des salaires d'ailleurs plus ou moins importants, mais je crois qu'on reviendra dessus un peu plus tard. oui, Et en oui. fait, si tu veux, ce qui a été le point de bascule, c'est une discussion que j'ai eu au mois d'avril, donc avril de cette année, donc tu vois, il y a quelques mois, il y a 4-5 mois, avec le directeur général du fonds du bien commun. Et en fait, on se posait la question collectivement de savoir bon, bah, quelle était ma prochaine étape au sein du fonds. Et moi, une de mes convictions, c'est, parce que j'avais fait un peu d'investissement, je me suis dit, bah, je pense que je serais assez bon pour faire l'investissement. Tu vois, sur l'aspect méthodologique, tu Ouais, vois, tout l'aspect modélisation bien financière, sûr, analyse bien sûr. financière, machin, ça, je maîtrisais assez bien l'exercice. Et en fait, on a cette discussion avec mon patron, et au bout d'un moment, je lui dis, mais en fait, toi, quelle est ta conviction profonde? Donc, je lui pose cette question. Et il me dit, écoute, moi, honnêtement, je te vois pas investisseur. Je dis, oh, merde, c'est D'accord. quand même con. Je pensais ne pas trop me tromper. Et en fait, c'est assez intéressant parce que il m'a dit quelque chose qui était hyper intéressant. Et du coup, ça nécessite, tu vois, d'avoir de temps en temps des discussions miroirs où on est capable de poser des questions à d'autres choses. Et ouais, donc, tu Bien vois, un sûr. peu culture du feedback. Moi, quelque chose que honnêtement, un exercice que je trouve hyper intéressant et que j'ai beaucoup fait à cette période où je me posais la question de ma prochaine étape. Et lui, il m'a dit un truc qui était très intéressant. Il m'a dit, en fait, quand tu es investisseur, entre grosses guillemets, tu travailles dans ton coin, derrière ton ordinateur, mais ça, c'est une chose. Et tu parlais tout à l'heure du leadership, tu vois, la capacité d'aller driver un projet, d'aller driver des personnes, d'aller travailler des clients, d'aller driver des clients, c'est quelque chose qui est vraiment différent. Ouais. Et il m'a dit, moi, je pense que tu as effectivement ce talent ou cette qualité, tu l'appelles comme tu veux, mais d'être un leader. Et en fait, quand tu es investisseur, moi, en réalité, c'est pas vraiment une capacité Ouais. que tu développes. Et en fait, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ok, bingo, il a raison. Ouais. Et depuis ce moment-là, tu vois, j'ai pas beaucoup douté de quelle était la prochaine étape. Voilà. D'accord. Et Et en plus, Thomas, on peut imaginer aussi, alors c'est peut-être une croyance que j'ai, mais tu vas me la casser ouais, si jamais c'est pas la bonne. Tu vois, moi, quand je t'entends me raconter 10 ans dans la finance, dans ouais, l'analyse, de l'audit, etc., moi, je me dis, waouh, tu es super éloigné du terrain, en fait. Tu es en train d'analyser des tableurs, des trucs bien Excel, sûr. etc. C'est hyper analytique, hyper théorique. Et en Ouais, fait, bien sûr. entre guillemets, t'es pas dans la vraie vie, quoi. Mm. Donc effectivement, dans ce sens-là, je me dis: «Ouais, effectivement, c'est assez éloigné», tu vois? On a eu cette image, des financiers entre guillemets un peu, voilà, capitalistes, bidule, tu pas trop dans l'impact, quoi, bon, il y Non, a c'est clair. tout le sujet de la banque, traditionnelle, qui, avec des investissements dans les énergies fossiles et cetera, qui est un vaste sujet, vaste débat aussi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas cette image de se dire: «Ouais, la finance, elle est mise, au parti de l'homme, au parti de l'humanité», c'est Ouais, beaucoup plus, tu vois? Beaucoup plus, ouais, ouais, péjoratif que ça, quoi. Ouais. non, mais c'est un très bon point. Et d'ailleurs, c'est tout l'enjeu de pouvoir réconcilier ces deux grands univers. Et tu as tout à fait raison. Mmh. Je reviens juste sur ce que tu disais sur mon expérience. Ce qui est clair, c'est que quand tu montes un projet, ton projet, il faut savoir le vendre. Tu peux avoir le meilleur produit du monde, mais si tu n'as pas Ouais. de marché ou si tu n'es pas capable de le vendre, en fait, Yes. ça ne marche pas. Donc, tu as raison il y a effectivement un certain nombre de choses où je me rends compte aujourd'hui que j'ai pas encore, toi, toutes les cordes à mon arc. Et donc, du coup, ça nécessite de s'entourer des bonnes personnes pour t'aider tu vois, à rajouter des briques additionnelles à l'équipe. Ouais. En revanche, il y a quand même un certain nombre de choses que tu apprends dans ces métiers qui sont, tu vois, des métiers que j'appelle conseil au sens large. La première, c'est d'avoir tu vois, une capacité analytique qui est extrêmement forte.
Ça, honnêtement, on va pas se mentir, c'est aussi une force quand tu as besoin de réfléchir sur ton modèle économique, sur tes projections financières, sur ton BP. Exact. En fait, si tu es à l'aise avec le chiffre, en réalité, c'est plus simple. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Ça évite beaucoup de plantades, parce qu'on n'oubliera pas que dans l'entrepreneuriat, le nerf de la guerre, ça reste la finance, ça reste les sous-sous. Exactement. Non, mais c'est vrai que c'est un sous-jacent extrêmement important d'un projet. Il y a un autre point qui me semble extrêmement important, c'est que, en fait, dans mes différentes expériences, tous les clients auxquels j'ai pu présenter des résultats de mission, etc., généralement, c'était des personnes avec un niveau de seniorité qui était largement au-dessus du mien. Et en fait, ça apporte quelque chose, c'est une certaine aisance à l'oral, pas seulement le fait d'être un beau parleur et de s'exprimer correctement, mais c'est aussi le fait d'être capable, en peu de mots, de dire quelque chose de très précis. Oui. Ça, c'est important. Je suis tombé il n'y a pas très longtemps sur une citation de Louis XIV. Alors, je vais la ressortir un peu bancale, mais tu vas tout de suite comprendre l'idée. Louis XIV disait « Il est très compliqué de faire de longues phrases sans dire quelque chose de trop ». Et en réalité, je trouve que c'est très vrai. Bien sûr que c'est très vrai. Donc, il y a un bon équilibre, il y a un bon dosage, et c'est un très bon exercice, et je trouve que c'est un exercice auquel j'ai été assez bien formé. Donc, voilà. Yes. Donc, maintenant, il y a plus qu'à les vendre sur le terrain, et c'est la prochaine étape du projet. Alors, il y a plusieurs choses que je voudrais creuser avec toi, qui vont pas être très agréables d'ailleurs, peut-être. Je voudrais que tu me racontes comment tu rencontres le fameux l'équipe du fonds de bien commun. Tu parlais du directeur général du fonds de bien commun. Tu le croises où ça? Comment? Pourquoi tout à coup tu rencontres ces gens-là et cette structure? Ok, alors c'est une histoire assez marrante honnêtement parce que en toute transparence, je ne connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout. J'étais tombé 2 fois sur un article sur Pierre-Edouard Stein, mais le fonds du bien commun, je n'avais jamais entendu parler. Et moi, la première fois où je discute avec Alban, c'était vraiment aux toutes prémices du projet, parce qu'Alban rejoint de mémoire en octobre 2021, lance l'équipe en octobre 2021. À l'époque, il avait un stagiaire. Et en fait, moi, je commence à discuter avec lui au moment de la Toussaint, tu vois. Donc, il y a vraiment 2 ans pile. C'était soit fin octobre, soit début novembre. Donc, ça faisait quelques semaines qu'il était là. Et en fait, c'est un peu la providence parce que on parlait tout à l'heure du scoutisme. Moi, ma dernière année en tant que scout, j'avais fait un camp à l'étranger. On était été jusqu'au compagnon, jusqu'au pionnier. T'as fait... Alors, moi, j'étais chez Scout d'Europe, donc du coup, il n'y a pas cette notion-là. Donc, c'est la louveteau scout d'amitié. Donc là, c'était ma dernière année de chef chez les scouts, donc la tranche d'âge 12-17 ans. Et en fait, on fait ce camp dans le nord de l'Écosse, dans les Highlands. Et en fait, quand tu pars camp à l'étranger, comme évidemment, tu as un niveau de risque qui est un peu supérieur, en fait, tu as une personne qui est d'un grade un peu supérieur qui relie tout ton dossier de camp, donc il y a le dossier administratif qui synthétise tout ce que tu vas faire pendant le camp. Et en fait, il se trouve que j'étais resté en très bon terme avec cette personne qui se trouve être le beau-frère du DG du fonds du bien commun. Et donc en fait, un jour complètement par hasard, je vois sur LinkedIn, il repartage une annonce de recrutement, et c'était marrant parce que en fait, il y avait quasiment rien dans l'annonce. Tu vois, je vois l'annonce, il y avait quasiment rien. C'était chef de projet, projet finance, machin. Et je me dis, ok, en fait, si François publie ça, c'est que ça va être vraiment sympa. Et donc j'envoie un message. D'ailleurs, c'est autre anecdote. J'ai fait un truc scandaleux. Honnêtement, quelqu'un me ferait ça. Franchement, je trouverais ça très bizarre. J'ai envoyé un mail à Alban et je lui dis salut Alban, j'ai bien vu à l'époque, j'étais chez Alvarez et honnêtement, j'étais sur une très grosse mission. J'avais un rythme énorme. Et je lui envoie un message en lui disant salut Alban, j'avais pas du tout l'intention de partir, donc j'ai pas du tout de CV qui est prêt. Voici juste mon lien LinkedIn. On s'appelle quand tu veux. Vraiment 3 points comme ça. Ouais, mais finalement, tu vois, c'est aussi des choses comme ça sur le vif, avec la petite touche de conviction qui est nécessaire et qui est suffisante. Yes, d'accord. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Ouais, c'est comme ça que ça s'est fait. Et alors cette structure, tu l'as peut-être déjà dit, j'ai pas fait attention. Elle a quelle forme en fait? C'est une structure de type société? C'est une société? C'est un fonds de dotation. Une association? C'est comment? Non, c'est une structure un peu hybride. Alors je ne suis pas juriste de base, toutes mes excuses, mais c'est un fonds de dotation. Et alors qui a des sommes d'argent à allouer à des projets, quoi. Exactement. Nous, en fait, si tu veux, donc il y a 2 grandes structures dans l'écosystème de Pierre-Edouard Sterin. Il y a Otium Capital d'une part, Otium Capital qui est une c'est là le fonds d'investissement. Le family office, le single family office de Pierre-Edouard, qui gère à peu près 1,3 milliard d'euros, qui est 3e classement des business angels de France, numéro 3 cette année. D'ailleurs, BPI Euraseo. Enfin, tu vois, pour te donner un peu l'importance de la structure.
Et en fait, donc il y a Otium Capital d'une part, il y a le fonds du bien commun d'autre part. Et en fait, le fonds du bien commun va déployer tous les ans. Alors cette année, honnêtement, je ne sais pas exactement à combien il va atterrir, mais peut-être entre 40 et 60 millions d'euros probablement. D'accord. Et en fait, à ce moment-là, c'est Otium Capital qui apporte. Qui flèche Voilà, un peu exactement. ça. Ouais. Exactement, tout à fait. D'accord. Oui, parce Et qu'après. avec une indépendance quasiment totale du fonds du bien commun sur la nature des projets qui sont soutenus, que ce soit sous forme de dons purs, sous forme de prêts et sous forme d'equity. Bien sûr, parce que pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, on est mine de rien quand même dans le soutien de projets divers et variés et il y a toujours la même démarche, c'est-à-dire qu'un projet, ça s'analyse, il faut l'accompagner, il faut le voilà, il y a tout le je Ouais, dirais bien tout sûr. le cheminement d'un dossier. Alors c'est pas une start-up, mais Ouais. mais c'est pareil, Alors, c'est voilà, ouais, il t'as faut tout à fait présenter raison. un dossier, business plan, business model, et cetera, et cetera. Exactement. C'est pas Qualité de l'équipe. Ouais. En fait, tu c'est as pas tout que à fait raison. c'est pas que de la philanthropie, quoi. Non, 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 tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, ce qu'on aime bien dire, c'est qu'on fait en réalité la venture philanthropie. C'est-à-dire qu'on applique les principes du venture capital à la Yes. venture philanthropie. Et pourquoi on parle de venture? Parce que nous, ce qu'on aime beaucoup, enfin, tu vois, vraiment dans notre thèse privilégiée d'action, c'est de soutenir des assos qui sont, tu vois, pour les aider à passer à l'échelle. Tu Ouais. vois, nous, on n'est pas là pour financer des grandes assos, tu vois, qui ont déjà, tu vois, toute une structure qui est robuste, qui est étoffée. Nous, on est là plutôt pour aider des jeunes pousses à grossir. Donc, on est vraiment dans la même logique qu'un fonds de venture capital, mais qu'on applique à la philanthropie. D'où l'expression de venture philanthropie. Et du coup, on a un niveau de due deal à l'entrée en relation qui est honnêtement quasiment aussi important. Bien sûr. OK. Bah, de toute façon, à la limite, je dirais, c'est tout à fait, à votre honneur, à l'honneur du fonds de bien commun, parce que j'ai tendance à dire que quand tu fais des choses qui ont de l'impact ou qui touchent à des choses de type social, Ouais. tu vois, à soutenir, des projets, humanistes, il faut pas se planter, encore moins que si tu faisais du venture capital privé. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre la start-up se plante, c'est pas grave. C'est-à-dire que là, c'est de l'impact, ça traite de dossiers qui sont des dossiers, de la relation à l'homme, à l'humain. Bon, c'est mieux de pas se planter. C'est quand même bien, c'est ça, voilà, C'est clair. ça Non, c'est clair. Et du coup, tu vois, non, mais c'est pareil t'as un tout peu. à fait raison. Et du coup, tu vois, dans les différents éléments qu'on regarde, mais bon, après, c'est peut-être pas le cœur du sujet de cet entretien, mais dans les éléments qu'on regarde qui nous permettent de prendre une décision, il y a évidemment, tu vois, c'est un peu les mêmes choses qu'une décision d'investissement. Ça va Ouais, être, tu vois, quelle est la qualité de l'équipe, quel est, ouais, entre guillemets, toujours. le marché auquel il s'adresse, Ouais, quelle est, tu vois, la pérennité financière du modèle, etc., etc. bien Donc, sûr, bien sûr. c'est une stratégie, enfin, c'est une méthodologie d'investissement philanthropique qui est honnêtement assez précise et détaillée. Donc, c'est très intéressant de Yes. pouvoir avoir vu ça de l'intérieur. Encore une fois, c'est vraiment un des piliers, un des points de la genèse de ce projet Agatha aujourd'hui dont on discute. Bon. Thomas, on va passer sur la partie de saut à l'élastique ou de saut en parachute, c'est comme tu veux, qui est que moi, je voudrais Oula, quand même oula. comprendre que, Ouais. tu es quand même, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que tu es dans la finance, donc clairement 10 ans d'expérience dans les métiers financiers, dans les milieux financiers. Ça fait une situation normalement qui est quand même confortable, voire très confortable. Toi, j'imagine Merci. qu'entre-temps, tu es en famille, peut-être marié avec des enfants, etc. Donc, tu as, entre guillemets un accomplissement personnel qui est, voilà, que tu vas nous raconter, nous préciser. Mais tu es aussi donc en CDI, salarié, dans une structure avec des revenus, j'imagine, très corrects. Et là, bah, tu sautes à l'élastique parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se Ouais, passe? ouais, Comment ça, qu'est-ce qui fait que tout à coup tu dis allez hop, je prends le risque parce que c'est ça, c'est je prends le ouais. risque et tu décides de quitter. De quelle manière? Bah, tu vas nous raconter de quelle manière tu Ouais. quittes. Est-ce que tu avais un parachute ou pas justement? Est-ce que ton conjoint, ta conjointe était là pour un petit peu, tu vois, servir de matelas? Et raconte-nous un peu comment tout ça se passe Ouais, ouais. parce que ça me perturbe. Ouais, ouais, non, c'est clair, c'est un très bon point. Alors déjà, non, alors effectivement, tu as raison, moi je suis marié et j'ai 3 petites filles qui ont, tu vois, D'accord. 6 mois et Ah, 1 an. yes, Donc d'accord. évidemment, tu vois, c'est pas comme Bienvenue au quand club tu des trois. Moi, j'en ai trois aussi. voilà. Mais tu vois, c'est sûr que c'est pas comme quand tu es étudiant où tu Bah te oui, dis, moi en réalité, je peux manger des pâtes, ça me pose pas de problème. c'est ça. Moi, j'ai quand même, tu vois, un minimum de logement. Enfin, on a collectivement avec ma femme un minimum de logement à pouvoir payer. Tu
c'est con, mais les coûts de la scolarité, la crèche, etc. Enfin, Bien sûr. les couches, la nourriture pour 5. Enfin, c'est des choses qui sont effectivement. Ouais, c'est une famille de 5 personnes avec 3 enfants, enfin 2 adultes, 3 Exactement. enfants, quoi. Ça coûte Donc, cher. et à Ça, Paris, enfin Paris, région parisienne, vous êtes Ouais, nous, stationné? on habite en région Ouais, parisienne. On habite à Courbevoie dans le d'accord. 92. Donc oui, voilà, Euh, donc c'est pas la province avec ville moyenne pas trop chère, quoi. Là, non, ça ouais, coûte. exactement. Ça coûte, Exactement. c'est clair. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc effectivement, on a besoin d'avoir un certain niveau de revenu. Le deuxième point, c'est que pour le coup, j'ai pas du tout de parachute Ouais. avec ma femme, parce que ma femme, elle est en thèse. Donc Ah si ouais, tu veux, donc ouais, chercheuse en train de faire sa thèse, d'accord. voilà, là, Euh, t'oublies le matelas et le confort. ouais. Euh, Oui, et en en plus, pre- je crois que quand t'es thésard, t'es payé, mais pas beaucoup, si, non? non, c'est à peine plus que le SMIC. D'accord, ouais, ah oui, d'accord, je pensais que c'était plus, c'est marrant, tu vois. Ah, d'accord, Non, non, ouais. non, Pardon. enfin, honnêtement, je pourrais même pas donner le chiffre de manière précise, mais non, c'est peut-être 1 500 € net, 1 500 net, tu vois, un truc comme ça. Et c'est quoi le domaine, juste par curiosité, le domaine de Alors, thèse? accroche-toi. Ouais. Accroche-toi. Donc, elle travaille en littérature britannique moderne, donc période Waouh, 1900-1930. Elle travaille d'accord. spécifiquement sur l'Angleterre et elle Yes. travaille sur le style littéraire, le roman. Et donc, elle regarde concrètement 3 auteurs, Ian Foster, Ford Madox Ford et Virginia Woolf. Et elle D'accord. regarde comment, en fait, le développement et l'essor des transports en commun en Angleterre à cette période-là a changé la manière, a influencé la manière D'accord. d'écrire le roman. Donc, c'est un sujet qui est Au vraiment moins, t'es tranquille pour faire tes slides en anglais, tout va bien. Ouais, normalement, ça devrait aller. Moi, je maîtrise plutôt bien l'exercice, donc ça va. Donc, du coup, je te Oui, disais, voilà, donc, ouais, premier point, c'est qu'effectivement, ouais, on a une famille dont il faut bah oui. qu'on puisse assurer la pérennité financière. Le deuxième point, c'est que ma femme n'a pas de parachute. Et le troisième point, c'est que j'ai honnêtement eu besoin tu vois, de ces 2 ans au sein du fonds de bien commun. Moi, tu as raison, quand j'étais chez Alvarez, j'étais honnêtement super bien payé. Et en dehors de l'aspect être bien payé à un instant T, j'avais une rémunération qui était assez parfaite, dans le sens où j'avais un niveau de fixe qui était tout à fait T'avais des convenable. bonus, des trucs comme ça, peut-être aussi? Exactement. J'avais des bonus, j'avais de l'intéressement de la participation qui permet de faire de l'épargne forcée, et j'avais en plus de ça un point qui est hyper fondamental, qui est une trajectoire de carrière Ouais, ouais. qui est toute définie, toute tracée. Sans Donc, accroc, quoi. Jusqu'à présent, ouais, t'avais fait exactement. 10 ans avec une Ouais. évolution quasi parfaite, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, tu vois, j'avais au moment où je rejoins Alvarez, je pense que tu vois, j'avais déjà multiplié mon salaire par 3 ou 3,5 depuis le début de ma carrière, et je savais que si j'y restais encore 10 ans, je refaisais la même chose, tu vois. Donc, j'avais effectivement ce confort de situation, et on va pas se mentir, j'ai eu besoin vraiment de 2 ans à dire, mais en fait, quel est le point fondamental? Tu vois, quel est au soir de ta vie, quand tu vas retrouver sur ton lit de mort, Ouais, si tu as la chance de ne pas mourir accidentellement, en fait, c'est quelle ça. sera ta grande fierté personnelle? Ouais. Et c'était pas évident, on va pas se mentir, hein, quand tu gagnes beaucoup d'argent, bah, t'es un peu, c'est pas que t'es Bien sûr. pollué par ça, mais c'est que ça t'habite, tu vois, ça t'occupe. Bah, Et en fait, il faut savoir faire le cheminement du renoncement. exactement. Parce que c'est Ouais, ça va être ça l'histoire. Ça va être qu'à un moment donné, eh ouais, ben, tu as un confort peut-être matérialiste, n'empêche qu'il est ouais, là et il va falloir y renoncer. complètement. Et tu vois, un exemple très concret, et d'ailleurs, c'est un peu enfin, c'est un peu mon point où je me suis dit, bon, attends, il y a un truc qui déconne, t'as une relation qui est pas forcément très saine avec l'argent, c'est que, j'avais un peu la tendance à intellectuellement dépenser mon argent avant de l'avoir gagné. Je te donne un Ah exemple oui, très concret. Euh, Tu vois, je me disais, bon, bah, en fait, on avait nos bonus, je sais plus, en novembre, et en fait, un peu pendant toute l'année, je me disais, ah, ok, donc, je vais ouais, avoir X, donc tu projettes ton truc, et tu dis, bah, en fait, je vais en faire quoi? Mais ouais, ce qui fait que le jour où tu les touches, ouais, tu te dis ouais, même ouais. pas, ah, trop bien, c'est génial, c'est trop bien, je vais pouvoir faire plein de choses. En fait, en réalité, dans ta tête, tu l'as déjà dépensé. Ouais, tu l'as Et c'était déjà pareil avec les programmé, augmentations. tu l'as déjà. Ouais, ouais. Exactement. Et donc, Wow. du coup, je suis arrivé au fond du bien commun. Honnêtement, je suis arrivé dans de très bonnes conditions, donc je me plains pas du tout. Et aujourd'hui, tu vois, avec ces 2 ans dans une structure au service des autres, je me suis vraiment dit, mais en réalité, quel est le point le plus important? Et donc, effectivement, on en a beaucoup discuté avec ma femme. Et d'ailleurs, j'ai la chance tu vois, elle aurait pu bloquer en me disant, attends, non, c'est pas possible, financièrement, c'est pas possible. Ouais. Moi, je suis assez risk-taker, tu vois. J'aime bien me prendre des risques, pas des risques inutiles, des risques maîtrisés, mais Pourtant, t'as pas tu fait de vois, trading, hein? ouais. Ouais, le trader, il essaie de pas non plus prendre trop de risques parce que sinon ça peut vraiment piquer. Et donc du coup, voilà, c'est une discussion qui a été mûrement réfléchie avec ma femme, et on s'est dit bon bah voilà, voilà le deal tel qu'on le propose. Tu vois, on a la chance quand même d'être en France où tu as
tu vois, tu peux avoir droit au chômage, ce qui te permet quand même d'avoir un certain Bien sûr. nombre de Oui, revenus. parce que tu avais été 10 ans salarié, mine de rien, Ah, quand même. exactement. Donc 10 ans salarié, si tu avais un couac justement de chômage, Bien sûr. au moment où tu fais ça, on est sur une prise en charge de 23 mois à 75% du brut, etc. Donc, Ouais, ouais. en vrai, c'est moins que ça, hein, Ah bon. mais enfin bon, à la limite, après, Ah, ça moi, là, dépend du je suis détail. pas, je suis pas bon parce que comme je suis entrepreneur depuis 25 ans, je connais pas trop Ouais. le monde du salariat, mais Ouais, non, mais je crois que ça a un peu baissé, honnêtement, les niveaux de chômage. Mais bon, quand même, tu vois, oui. je suis pas en risque que demain, tu vois, on va pas se retrouver à vivre dans la rue parce qu'on a un problème. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, bah allez, Hmm. advienne que Mais par pourra, contre, on. Thomas, parce que si Ouais. j'essaye de suivre et de faire la synthèse, tu étais donc dans la structure précédente et tu es devenu salarié dans le fonds commun de placement, Ouais. Du fonds du bien le bien commun. du, ouais, le fonds de bien Le commun. fonds du bien commun. Ouais, aujourd'hui, moi, je suis salarié du fonds du bien commun. Là, D'accord, ouais, aujourd'hui, je c'est suis ça, en phase j'avais pas tilté, ouais, d'accord, ok. Voilà. Là, je suis en phase d'incubation, donc ce qui veut dire de manière très concrète, c'est que le jour où on fait notre levée, et notre levée est censée avoir lieu dans un mois, tu vois, mi-décembre, D'accord, le jour d'accord, où la levée est faite, on crée la structure, on a le cash sur le compte de la structure, et à ce moment-là, je quitte les équipes et je me mets, du coup, je me retrouve pour le coup, alors pas à mon compte, mais au compte de la structure qu'on a créée, quoi. d'accord. Alors, le projet, c'est Agatha, mais ce projet-là, il est récent. Donc Ouais, toi, ça fait 2 ans que tu étais dans le fond? ouais, exactement. Pendant les 2 ans, tu es quoi? Tu es un directeur d'investissement, directeur de projet? Tu t'occupes des Ouais, projets des autres? Qu'est-ce que tu je fais? vois que tu suis bien, Patrick, c'est une très bonne question. En fait, moi, quand j'ai rejoint le fonds du bien commun, c'était pour un autre projet entrepreneurial. D'accord. Et qui était la création d'une société de gestion de capital qui intervenait sur un marché un peu particulier. Et en fait, moi, j'ai passé quasiment une année sur ce projet-là. Sur ce Dans dossier, cette d'accord. année, il y a eu un peu trois grandes phases. Il y a eu une première phase qui était une phase de, tu vois, plan stratégique. Donc, tout consultant de Mmh. base voit de quoi je parle. En fait, quand tu dis on va lancer une boîte, bah, tu te poses la question de savoir quel est ton marché, quels sont les acteurs qui existent, Bien quel est sûr. ton business, ton modèle économique, quels sont Plan de les, bataille les, quoi, hein, les- le plan de bataille stratégique, voilà, Exactement. comment on va croître, se lancer et attaquer les marchés, quoi. Exactement, dans quelle zone géographique, etc., quel message marketing. Donc ça, c'est la première des étapes qui a duré à peu près 3 mois. Et ensuite, on a eu l'opportunité de racheter une structure. Donc du coup, moi, je me suis occupé de tout le deal M&A, qui a duré à peu près 3 mois entre le début et la fin. Donc évidemment, M&A, tu as des Merge and Acquisition, pour ceux qui nous exactement écoutent, mergers and hein, acquisitions. c'est le Voilà. M et l'esperluette et le A. Ah, espère être pas mal, parce que je j'utilise jamais l'expression, donc je sais même pas comment on disait. Effectivement, Esperluette. donc, fusion-acquisition, donc on avait la possibilité de racheter une structure qui était sur le marché à ce moment-là. D'accord. Mais là, on parlait quand même d'un gros deal parce que nous, on avait bidé aux alentours de 92 millions d'euros, si je dis pas de bêtises, donc tu vois, un truc assez important. Voilà. Finalement, le deal ne se fait pas et donc on se retrouve à l'été 2022 Ouais. en disant à Pierre alors, bah, écoute, c'est pas grave, le deal n'est pas passé, on va créer la structure ex nihilo à partir de la rentrée. Et D'accord. à ce moment-là, Pierre nous dit, OK, comme c'est un secteur particulier, je veux que vous alliez chercher une équipe de gens qui Ouais. connaissent ce secteur. Donc, on lance un processus de recrutement. C'est la troisième phase de ma contribution au projet. Et en fait, quand il y a 2 personnes qui sont arrivées, bah, c'est là où je suis allé voir Alban en lui disant, écoute, Alban, en fait, est-ce que j'ai une vraie plus-value à rester dans ce projet alors qu'on a déjà recruté 2 personnes? Ouais. La réponse Alban est qui est probablement non. le DG du fonds de bien commun. Exactement. Voilà, tout à fait. Et donc, du coup, pendant cet intermède entre tu vois, septembre-octobre, le moment où on a lancé le process de recrutement, Mhm. et le mois de juin où j'ai annoncé que je lançais le projet de la banque, j'ai donné pas mal de coups de main à l'équipe d'investissement du fonds de bien commun. Donc, du coup, D'accord. c'est là où tu vois, j'ai vraiment acquis une vraie compétence Bien sûr. d'investissement. Mais ce qui est honnêtement assez intéressant quand tu es fondateur d'une boîte, je veux dire, des levées, c'est quelque chose que tu vas devoir faire. Donc, quand tu Ouais, es familier clairement. avec le process, c'est honnêtement une grande aide. Oui, bah là, c'est un super, c'est entre guillemets «un super apprentissage» et c'est, Clairement. tu me dis si je me trompe, mais en fait, tu as mis, en action, tes enseignements sur la finance qui étaient assez, encore une fois, généralistes, Ouais. audit, tu vois? Là, tu concrètement, tu l'as vraiment mis, en action, à poncer ce sujet de l'investissement Ouais, pour une carrément. structure, pour une entreprise, ouais. Donc, oui, Ouais, oui, c'est c'est exactement ça. Et surtout, moi, j'ai eu la chance enfin, la chance, je sais pas si c'est une chance ou une malchance, mais il se trouve que moi, les deals que j'ai regardés à cette période-là, c'était plutôt des deals bien dans des sûr, startups à impact. Donc, c'est assez intéressant parce que pour le coup, c'est vraiment proche de ce ouais. que je suis en train de faire en ce moment, tu vois. Donc, pour le coup, tu as raison, vraiment très, très formateur. Et Et vous d'ailleurs, avez, vas-y, dis-moi, vas-y, moi, Thomas. peut-être juste sur ce point-là, moi, ce que, toi, quelqu'un qui veut se lancer dans l'investissement, enfin, pardon, dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est vraiment important je dis pas d'être un expert du monde de l'investissement parce que c'est pas du tout la seule des composantes, mais honnêtement, il y a beaucoup de choses en fait qu'on voit passer quand on est investisseur
qu'on a besoin de répliquer quand on est entrepreneur. Donc je pense que c'est deux métiers qui ont un certain nombre de synergies. Et donc, tu vois, j'imagine que dans tes auditeurs, t'en as plein qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. L'investissement est une bonne formation, à mon sens, pour pouvoir se fourbir les armes avant d'aller au combat. Moi, de toute façon, tu vois, je suis d'une époque, moi, j'étais confronté à mon fonds d'investissement en 98, donc ça fait un paquet de temps. Et à l'époque, je me suis pris, entre guillemets, un petit peu, une petite volée de bois vert, parce que les fonds de private equity que je rencontrais pour lever des fonds, à chaque fois, me taillaient, entre guillemets, un short sur l'équipe, en me disant, les gars, ils m'appelaient pas comme ça, mais quand même, il me parlait des fameux 4 piliers. Il me disait, l'équipe de fondateurs, c'est 4 personnes. Et les 4 piliers, c'est lesquels? Premier pilier, c'est la finance. Premier pilier, c'est finance, gestion, compta. Deuxième pilier, c'est la vente, parce que voilà, la vente. Troisième pilier, c'était marketing, communication. Et quatrième pilier, c'était la tech. Alors moi, j'étais dans l'univers du web et tout ça. Donc ces 4 piliers sont indispensables et ils nous, clairement, ils étaient très critiques sur les équipes qui se présentaient à eux, où il y avait que 1 sur 4, 2 sur 4, même à 3 sur 4, ils étaient un peu sévères en nous disant, ouais, mais l'équipe, il va manquer un truc, quoi. Donc, et la partie finance, elle est fondamentale. C'est vraiment l'épine dorsale d'un rôle d'entrepreneur. Un entrepreneur, malheureusement, ça gère. En fait, les deux sujets totalement clés et qui sont, je dirais, fusionnés ensemble, qui sont les deux plus grosses problématiques pour l'entrepreneur, j'estime, tu me diras ce que tu en penses, c'est la finance, trésorerie, voilà, la finance et la RH. C'est les deux sujets, qui sont totalement, tu vois. C'est pas nécessairement ceux que l'entrepreneur aime faire. En plus, c'est ça le pire. C'est que quand t'es entrepreneur, t'es créateur, t'es je sais pas quoi, etc. Et il y a des entrepreneurs qui sont parfaits pour faire du 0 à 1. Quand il faut grossir, souvent c'est compliqué parce que grossir, ça veut dire la finance qui prend des proportions de fou et la RH qui prend des proportions de fou. Donc dans la French Tech actuellement, il y a pas mal de fondateurs historiques de super boîtes qui ont décidé de partir parce que tu vois, ils étaient bons pour passer de 0 à plutôt 100 que 10 d'ailleurs. Et après, effectivement, ils se rendent compte qu'il est nécessaire de passer la main. Alors, moi, je dirais pas que c'est les deux éléments les plus fondamentaux pour lancer une boîte, mais c'est deux prérequis. Moi, je le verrais plutôt comme ça. C'est-à-dire que quand tu construis ta maison, t'as trop hâte de décorer ton salon, mais avant ça, t'es obligé de creuser un trou et mettre tes fondations, tu vois. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que il faut, ça prend sur le terrain, c'est pas forcément extrêmement complexe. C'est des prérequis, mais avant toute chose, parce que ce qui drive la finance, c'est quand même tes ventes. Donc, il faut aussi avoir un produit qui s'adresse à un marché bien spécifique, d'être capable de le marketer et de communiquer autour. Mais effectivement, pour prendre notre exemple, tu vois, si tu repenses au colosse au pied d'argile, c'est un peu les deux pieds d'argile que sont la RH et la finance. La RH peut planter une boîte. Une mésentente entre des associés peut être dévastateur pour des boîtes, et des exemples comme ça, il y en a un nombre considérable sur le marché. Et effectivement, sur l'aspect financier, tu vois, Luco, il y a quelques semaines, qui se retrouve, alors on ne sait pas encore ce que ça va devenir, mais tu vois, quasiment en liquidation, là, c'est ça. C'est dommage, et pour le coup, c'est une raison financière qui est derrière tout ça. Dans le fond du bien commun, vous êtes organisé, je dirais comme un VC traditionnel, c'est-à-dire qu'il y a des dossiers qui sont présentés à vous, vous avez un comité de sélection, un comité de décision avec des auditeurs, des analystes qui étudient, qui épluchent les dossiers. C'est comme ça que c'est organisé? Ouais, exactement. C'est vraiment très traditionnel. Donc on a un deal flow qui est honnêtement assez important. Moi, si tu veux, ça fait quand même quelques mois que j'ai quitté vraiment les équipes d'investissement du fonds de ma commande, donc je me prononce pas sur tous les chiffres, mais tu vois, à l'été dernier, on avait un taux d'acceptation de dossier qui était quand même assez limité, parce qu'on veut vraiment aller chercher des assos pépites. Et ça, c'est, si tu veux, cette logique du fonds du bien commun, moi, c'est vraiment quelque chose que je pourrais mettre en avant chez Agatha. C'est vraiment de pouvoir proposer à nos clients des assos qui sont des super assos. Et tu vois, si c'est pour aller chercher les usual suspects du marché, en fait, c'est très bien, mais ils n'ont pas besoin de nous, tu vois. Donc nous, là, au contraire, moi, ce que je vais pouvoir faire, c'est vraiment aller chercher des petites assos et les mettre en avant. Et donc, d'ailleurs, des pépites, quoi. Des trucs qui sont pépites qu'on connaît pas nécessairement. Exactement. Et donc, tu vois, nous, d'ailleurs, je me permets de décaler un tout petit peu la question. C'est un peu la même réponse, mais je pense que c'est plus intéressant de la centrer sur Agatha. Nous, tu vois, on a 3 critères fondamentaux pour pouvoir sélectionner nos assos pépites qu'on mettra en avant sur notre solution.
Le premier, c'est un argument géographique. En fait, on veut du local, on veut des projets locaux. D'accord. Et c'est très bien de vouloir. Enfin, honnêtement, C'est il y a France, des. c'est France d'abord et peut-être Ouais, après monde ouais, ou exactement. c'est France là. Exactement. On va commencer sur la France. En plus de ça, la banque, si tu veux, c'est un métier où il faut quand même atteindre des tailles critiques, donc on peut pas se lancer sur partout, parce que quand on est partout, en réalité, on est nulle part. Oui, Donc, puis on va avoir des. les marchés financiers, enfin, être une banque dans les pays étrangers avec le mode de Ouais, fonctionnement propre au ouais, c'est pays, compliqué. Ouais. c'est compliqué. C'est pas, Non, c'est clair. on n'est pas en train de jouer au Monopoly là. C'est un peu plus compliqué Exactement. que ça. Donc ça, c'est le premier point, c'est vraiment un point local. Nous, on veut du local, on veut que les gens, quasiment, ils puissent aller voir, tu vois, le week-end à côté de chez eux, ce que fait l'asso. Le deuxième point, c'est, je dirais, dans les valeurs, dans notre proposition de valeur de la banque. Tu vois, donc c'est 3 grands piliers, hein, c'est l'individu, c'est la société, et c'est ce qui transite entre tout ça. C'est ce que moi j'appelle l'héritage commun. En une phrase, c'est comment on fait pour faire grandir la personne humaine dans une société plus juste et plus harmonieuse, et l'aider à transmettre son héritage. Ça, c'est vraiment notre stratégie d'impact. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va chercher des assos qui rentrent dans cette stratégie. Et enfin, le troisième point, c'est un critère qui est plutôt quantitatif, où on veut aller chercher des assos pépites. Ce que j'appelle une asso pépite, c'est une asso où le donateur en a pour son argent. Quand tu mets 1 euro, quand tu donnes 1 euro à l'asso, en fait, tu sais concrètement ce qui va se passer derrière, tu sais que les effets, tu sais que l'impact va être vraiment important. Donc, nous, c'est vraiment ces 3 grands piliers qui seront demain les éléments clés de l'intégration de l'asso à notre catalogue. D'accord. Il y a une volonté, on va rembobiner juste après parce que je Ouais, voudrais que tu me parles de Agatha depuis le début. ouais, bien sûr. Juste pendant on est en train de parler de ça, ce que tu évoquais sur la rentabilité, il y en a une où en fait, justement le but du jeu c'est que ça soit pas une rentabilité financière. C'est que si on veut avoir de l'impact sur le social, est-ce qu'on cherche à avoir justement de la rentabilité dans les actions qu'on mène, dans les investissements qu'on mène? Alors, tu parles à quel niveau? Au niveau de notre investisseur? C'est ça? Alors, ok, c'est une très bonne question. Je dirais ce qui drive Parce que une tu vois, c'est décision. compliqué. Enfin, je fais l'analogie avec les autres projets que je connais un petit peu sur les banques côté Ouais. environnement. Tu vois, c'est pour aller chercher des rendements. Bah, quand tu investis sur des choses qui sont par essence pas avec des super taux de rendement, c'est compliqué, quoi. Tu vois, Alors attends, non c'est mais du coup, pour bien comprendre, Patrick, tu parles de quoi? Du client qui viendra investir dans nos produits pour ouais, c'est avoir une ça. performance? Ouais, Ok, ok. Écoute, moi, honnêtement, je suis pas complètement convaincu. Je pense qu'il y a des projets aujourd'hui qui ont une certaine viabilité économique. d'accord. Alors évidemment, encore une fois, hein, si tu veux faire fortune, je veux dire, tu as plein de hedge funds qui font ça parfaitement, On est d'accord. et tu as une offre qui est pléthorique. Alors évidemment, il y a un niveau de seuil à atteindre pour pouvoir y aller, mais nous, tu viens chez nous, pourquoi? Parce que tu as envie, en fait, tu comprends le message et tu as envie de pouvoir filer un coup de Il main. y a une vraie volonté Euh, d'agir dans ce sens. Exactement. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que il y a plein de gens qui sont prêts à donner de l'argent. Et tu vois, je sais pas si c'est les gens avec qui on a discuté ou les Français en général ou je sais pas quoi, mais il y a une vraie solidarité tu vois, des gens avec qui on a parlé. Et les gens sont prêts à donner de leur argent. Mais si en plus D'accord. de ça, tu leur dis, mais by the way, on va te mettre, tu vois, par exemple, je dis n'importe quoi, mais une association qui irait monter, j'en sais, un restaurant ou ouvrir une école ou je sais pas quoi, qui a besoin de 500 000, 1 million d'euros pour pouvoir se développer et qui viendrait lever de la dette chez nous plutôt qu'à la banque, en fait, tu as Oui. plein de gens qui disent, mais si en plus de ça, je peux faire travailler mon Ouais. patrimoine Ouais. pour les aider, mais c'est génial. Là, Ouais, tu c'est vois. deux Et donc, du coup, ça fait quand même d'une pierre deux coups exactement. avec de l'impact et en agissant pour le bien, bah, le bien Ouais, commun. exactement. Et d'ailleurs, tu vois, le bon exemple pour illustrer ce que je dis, c'est la nef. La nef, franchement, Oui, va sur Internet, regarde les états financiers. La nef, c'est public parce que c'est un ouais, établissement ouais, de crédit. Tu la regardes, banque, ils doivent faire 12 millions et quelques de revenus d'intérêt en 2022, 1,5 million de charges d'intérêt, c'est-à-dire 10,5 millions de marge d'intérêt. Et c'est un taux de marge d'intérêt, mais qui est stratosphérique. Tu vois, les banques, elles ouais. ont jamais ça. Et en fait, pourquoi ils Tu les arrivent côtoies là, toi tu les connais les gens de la nef? Alors moi, il se trouve que j'avais discuté avec leur CFO, mais Ah je les connais d'accord, pas directement. Sinon. d'accord, ouais, Et en fait, pourquoi ils arrivent à avoir ce niveau de marge nette d'intérêt aussi important? C'est parce que les gens, ils sont prêts à faire des concessions. Et les gens, en fait, quand tu vas avoir quelqu'un, tu lui dis, écoute, nous, on te met un produit à disposition, il va pas te payer 2% ou 3% comme sur le marché, mais il t'en paiera 0,5. Par contre, voici ce qu'on va financer derrière. Les ouais, gens, ils sont prêts à le faire. ouais. Tu vois? Donc, Parce qu'il faut que ce soit lisible et transparent pour eux, quoi. C'est-à-dire que, exactement. personne, voilà, personne n'est pris, au dépourvu ou, c'est clairement tracé, fléché. Voilà l'argent, ce Exactement. qui va, où est-ce qu'il va passer, où est-ce qu'il va circuler, qu'est-ce qu'on va faire avec? Exactement. Et Donc à ça, la fin de c'est l'année, voilà tout ce que tu as contribué à faire. Non, ça, c'est clair. nickel. C'est exactement le cœur du sujet.
Bon, alors, comme Thomas, comme tu me dis que je suis, on va voir si je suis. Moi, maintenant, je voudrais qu'on parle d'un truc qui est que, on a bien compris que tu étais donc salarié dans des institutions financières pendant 10 ans. Ensuite, hop, tu as basculé vers le fonds du bien Au fond du commun. bien commun. Feu du bien commun, j'ai du mal à me le dire. Fonds du bien commun, où là, tu es à nouveau salarié. Donc, hop, tu Ouais. changes. Et par contre, là, tu vas donc incuber, travailler sur ton projet, cette fois-ci ton projet d'entrepreneur qui est Agatha. Donc moi, Ouais. je voudrais comprendre qu'est-ce qui fait ou comment tout à coup tu dis, bah tiens, je vais avoir cette idée-là ou ce dossier-là, il est en train de circuler au fond du bien commun et toi tu te dis, ok, c'est moi qui vais le porter. Qu'est-ce qui fait que c'est toi qui as l'idée d'Agatha ou c'était un projet qui tournait au fond du bien commun et c'est toi qui as décidé de le diriger ou de le Ouais. piloter? Comment ça se passe ça? En fait, il y a un peu de deux choses. Il y a un peu de deux choses. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense un des enseignements pour les gens qui nous écoutent et qui veulent se lancer, c'est qu'il faut aussi laisser du temps au projet pour mûrir. Tu vois, il faut pas se Mûrir, lancer dès maturer, qu'on a. ouais, tout à Voilà. fait. Mmh. Donc moi, comme je te le disais, donc j'ai deux composantes dans ma carrière. En 2013, je découvre l'univers de la banque privée en faisant, en ayant pendant mon stage de fin d'études un client qui était une banque privée. Et à ce moment-là, je me rends compte du gouffre qu'il y a entre les clients d'une banque traditionnelle versus ceux d'une banque privée. Donc si tu veux, ce projet, enfin cette intuition qu'il y a un modèle à inventer pour des clients qui ont non pas 500 000 ou 1 million d'euros de patrimoine financier, mais qui ont 5, 10, 15, 20, 50 000 euros de patrimoine financier, ça fait très longtemps que je l'ai. Le deuxième point, comme je te le disais également, c'est que au sein du fonds du bien commun, je me suis rendu compte que le message qu'on soutient, le message qu'on met en avant, c'est un message dont la société a besoin et il faut du coup pouvoir le faire résonner de la manière la plus large possible. Donc je me suis dit, bah, créons un produit grand public et qui soit très fort et très engageant d'un point de vue impact. Et il se trouve d'ailleurs qu'on a eu un certain nombre de porteurs de projets qui sont venus nous voir au fond du bien commun pour monter des banques du bien commun, entre guillemets, bien sûr, parce que ça ne s'appelle pas une banque de manière évidente. Et en fait, moi, les projets, j'ai jamais été très. Donc évidemment, c'est moi qui l'ai regardé parce que je connais très bien l'environnement. J'ai jamais été vraiment convaincu parce que c'était toujours très orienté autour de la gestion de patrimoine. D'accord. La gestion de patrimoine, si tu veux, alors c'est très bien, hein, Et pas mais le côté banque du quotidien, quoi. exactement. D'accord. T'as tout compris. Donc Ok. du coup, si tu veux, ça faisait un moment quand même que je mûrissais ça. Ça faisait longtemps d'ailleurs que j'en parlais avec certains de mes collègues et amis de l'équipe. Et je me suis dit, bon, en fait, là, comme il faut que que je passe à une autre étape, je me dis, franchement, le moment est idéal. On en Comment avait t'as discuté fait pour avoir le déclic? Vous avez fait une soirée, un brainstorm? Vous étiez en train de discuter de comment tout à coup, hop, vous êtes dit, allez, on monte un truc. Et d'ailleurs, le nom, d'où il vient le nom? Ouais, Comment vous ouais, avez eu je cette te idée? raconte ça, c'est assez marrant. Écoute, non, le déclic, je dirais pas que c'est une intuition de génie. Il y en a certains qui ont des intuitions de génie en se rasant ou machin. Moi, ce n'est pas mon cas. Encore une fois, c'est quelque chose qui est diffus Hmm. et tu vois, qui a Ouais, ça, vraiment ça a mûri. ruisselé, quoi. Ça a ruisselé Exactement, et puis ça a fait exactement. un. Ouais. Et Ok. en fait, pas mal de fois, tu vois, j'en avais discuté avec des gens de l'équipe qui me disaient, ouais, franchement, l'intuition est trop bonne, enfin, creuse le sujet, quoi. Et en fait, Hmm. à partir du mois d'avril, donc je discutais avec Alban en lui disant, bon, bah, what's next? Et donc, on creuse plein d'idées, mais vraiment plein Yes. d'idées, des trucs un peu Yes. dans tous les sens. Des idées liées au patrimoine, des idées liées, tu vois, au réseau du fonds du bien commun, etc. Enfin, des choses extrêmement différentes. Et en fait, au fond de moi, je savais que j'étais pas emballé par ces idées. Et à ce moment-là, tu vois, revient cette petite musique qui trottait dans ma tête depuis un moment, qui était la banque. Donc un jour, je dis à Alban, écoute, ouais, en fait, je pense que ce que j'ai envie de lancer, c'est la banque. Donc du coup, Hmm. Alban, c'est assez marrant parce qu'il me dit, honnêtement, pour le fonds de bien commun, c'est pas un sujet extrêmement prioritaire, c'est plutôt une P2 qu'une P1. D'accord. Donc si tu veux pitcher la banque, pas de problème, mais tu le fais rapidement. Et comme ça, on voit ce que ça donne. Tu vois, si Pierre-Edouard et si le reste de l'équipe du fonds du bien commun est intéressé, eh ben, ok, mais on se laisse pas 4 mois, tu vois, pour creuser une idée qui à Ouais. la base n'est pas payante. Et donc finalement, j'ai cette première discussion au mois de juin avec Pierre-Edouard et une partie de l'état-major du fonds du bien commun. Discussion qui se passe hyper bien, d'où le fait que j'ai commencé mon incubation début septembre. D'accord. Et comment tu embarques avec toi ton associé? Vous êtes deux, je crois, Ah, non? ouais, là aujourd'hui on est deux. Il y a 3 personnes que je cherche à recruter d'ailleurs en ce moment, mais aujourd'hui on est D'accord. deux. Ok. Euh, je reviens juste sur ton autre question qui était le nom. Pourquoi Agatha? Agatha, oui, c'est Euh, vrai. Heureusement que tu ouais. suis. Ah, j'essaye. Écoute, il y a deux raisons, enfin il y a deux raisons principales derrière le nom Agatha. La première raison principale, c'est que Agatha, fait référence évidemment au prénom Agathe d'origine Il n'y a grecque. pas de Dont H, l'é- d'ailleurs, pour ceux qui nous demandent, il n'y a pas de H ouais, devant, hein. C'est Agatha exactement. avec le A et AGATA. Agatha, quoi, hein. Exactement. Donc la première raison, c'est que c'est un prénom d'origine grecque dont l'étymologie fait référence à la bonté et à la bienveillance.
Donc, nous, D'accord. c'est vraiment notre raison d'être. Yep. Donc, ça, c'est une première image que je trouve absolument géniale. Et Ouais. la deuxième image, c'est que Agathe, c'est aussi une pierre, la pierre d'Agathe. Et en Oui. fait, la pierre, pour le coup, c'est quelque chose qui est robuste. Alors, les puristes me diront oui, mais la pierre d'Agathe, c'est plutôt une pierre qui n'est pas très robuste. Ok, fine. Mais c'est quand même une pierre C'est quand même semi-précieuse. une pierre. Ouais. Voilà, exactement. Et donc, du coup, c'était vraiment deux composantes Ouais. assez importantes, la bienveillance et la solidité et la robustesse. Il y a d'autres raisons qui sont mineures, mais que je trouve honnêtement assez intéressantes. La première raison, c'est que Agatha, ça donne une touche féminine à un secteur qui est traditionnellement masculin. Ouais. Je te donne juste un exemple. Aujourd'hui, on a à peu près 600 personnes qui sont inscrites sur notre plateforme, alors qu'on n'a pas commencé, on n'a pas de produit, hein, on est encore juste sur l'idée. D'accord. Sur les 600 personnes, on a plus de 90% qui sont des hommes. D'accord. Waouh. Donc c'est vraiment une problématique, enfin les sujets financiers de manière générale. Et Oui. encore, je fais pas de généralité, mais je te dis factuellement ce qu'on a vu. Ouais. On a un fort biais masculin sur notre sujet. Donc d'apporter une touche féminine, je trouvais que c'était hyper sympa. Après, il y a plein de, tu vois, le triple A, le G qui est assez proche du A. En fait, ça fait un truc un peu symétrique que je trouvais sympa. Ça permet d'améliorer le référencement. Tu vois, c'est quelque chose Vous qui n'avez est. pas eu de soucis pour la marque, pour le nom de domaine, ce genre de choses, non? Ça va? Écoute, on verra. Pour l'instant, non. Donc, on croise les doigts. C'est toujours après que ça arrive, hein, donc on va voir. D'accord. Et aujourd'hui, donc, bah, on va enchaîner là-dessus. Ouais. Agatha, c'est quoi? C'est une banque? Alors, C'est une banque pour le particulier? Raconte-nous. ouais. C'est quoi ce que tu veux faire? J'aimerais Qu'est-ce que tu veux beaucoup te faire avec dire oui. Agatha? J'aimerais beaucoup te dire oui. Rome ne s'est pas faite en un jour, donc il fallait Pas qu'on commence. encore. Ça va Voilà. venir. Ça va venir. Exactement. Donc, de manière extrêmement précise, Agatha, demain, qu'est-ce que c'est? C'est un agent d'établissement de paiement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un établissement de paiement, c'est une structure qui peut mettre à disposition de ses clients un certain nombre de services, dont un compte de paiement et une carte de paiement. Un compte Voilà. bancaire, quoi. Un compte, une carte, exactement. Donc nous, quand on est agent d'établissement de paiement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, on opère sous l'agrément de l'établissement de paiement, mais c'est nous qui faisons la distribution du produit à nos clients, c'est nous qui le marketons, c'est nous qui allons opérer d'un point de vue tu vois, tech, people, etc., les opérations, mais on le fait sous la tutelle d'un établissement de paiement. Ça, c'est le premier point. Je dirais que c'est un point un peu technique. De manière plus et d'ailleurs, enfin, c'est pas secret, c'est l'établissement qui vous soutient, c'est qui? C'est quoi? On les connaît? Alors, il n'y en a pas 50, ils sont très connus. Enfin, ils sont très connus dans l'univers, mais c'est pas du tout des marques B2C, c'est vraiment des marques B2B. Honnêtement, aujourd'hui, on n'a pas encore on n'a pas encore officiellement validé, donc je garde. Ok. Ouais, je garde ça pour moi. Surtout qu'il y a des conséquences opérationnelles qui sont pas négligeables. Donc, voilà, ça nécessite encore un peu de temps de maturation. Mais de manière plus marketing, en fait, Agatha, qu'est-ce que c'est? C'est trois choses. C'est un compte, c'est du don et c'est de l'épargne. Okay, le compte, nous, on a deux promesses autour du compte. Le premier, c'est qu'on met à disposition de notre client une technologie qui soit standard de marché plus, donc aucune concession sur l'expérience client. Et le deuxième point, c'est qu'on a une promesse qui est forte. On n'est pas les seuls à le faire, mais nous, on va la faire sur une autre thématique, qui est que les commissions d'interchange qu'on perçoit, c'est-à-dire qui sont des revenus liés à l'utilisation de notre service par notre client, c'est ça. Ces commissions-là, nous, on les reverse à nos causes et à nos assos partenaires. Okay, donc pour le client, c'est transparent, ça coûte rien, mais dès qu'il dépense, nous, on donne. Donc tu vois, c'est un engagement qui est assez fort. Le deuxième, mais ça vous permet de couvrir quand même vos frais techniques de mise en œuvre, parce que en fait, ces petites parties là, ces petits pourcentages qu'il y a sur des opérations, etc. À la base, bon, il y a de la marge probablement dessus, mais ça sert quand même techniquement à financer, ce qu'il y a à faire. Il faut vérifier la sécurité des paiements, etc. Je rentre pas dans les détails, mais dans cet univers de la fintech, tout est hyper contrôlé, etc. Tu fais appel à des API spécialisés qui vérifient les flux, etc. Donc il y a quand même des actions de votre part pour payer, pour financer ça, quoi. Mais en tout cas, après, ce qui reste, vous le gardez pas pour vous. Vous le mettez, d'accord. Ok. Mais en fait, ça a beaucoup de sens, Patrick, pour nous. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quel est le l'enjeu qui est probablement l'enjeu principal d'une banque qui se crée, d'une néobanque, c'est que les clients utilisent son service. C'est vraiment, fais l'exercice. Combien tu as de cartes bancaires, de cartes de paiement dans ton portefeuille? On a tous plein, on a tous beaucoup trop moins. Et il y en a combien que tu utilises concrètement au quotidien? Beaucoup moins. Toujours les mêmes, toujours les mêmes, c'est vrai. Voilà. Donc en fait, si tu veux, il y a un enjeu vraiment clé c'est pour ça que c'est un deal gagnant-gagnant. Il y a un enjeu qui est vraiment de faire utiliser nos services
par nos clients. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est le nerf de la guerre. C'est le facteur clé de succès numéro 1 du projet. Donc, pour ça, il faut que nous, on s'engage. Tu vois, on va pas dire à nos clients, faites un effort pour nous et nous, on fait rien derrière. Bien sûr. C'est pour ça que ça nous semblait un deal hyper gagnant-gagnant de vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis de nos causes partenaires. Donc ça, c'est vraiment Ouais, vas-y Thomas, je t'en prie. Non, j'allais continuer sur le reste de la proposition de valeur d'Agatha. Donc, vas-y. Okay. Vas-y. Et après, je te pose la question que j'ai dans la tête. Ok. Donc, premier aspect, première composante du produit, c'est vraiment le compte et la carte. Le deuxième, c'est le don. Nous, on veut simplifier. C'est un compte courant, Thomas. C'est un compte courant. Un compte courant avec une carte bancaire. Je dépose mes revenus, salaire si j'ai envie, etc. Exactement. Et après, j'utilise ma carte bancaire dans les commerces, etc. quoi. Ouais, tout à fait. Ok. Tu as tout à fait compris. Donc, le deuxième aspect, c'est l'aspect du don. Nous, on veut pouvoir simplifier au maximum le process de don de nos clients. Et en fait, ça répond à une vraie problématique. Je sais pas si tu sais, mais les Français sont très généreux. 5 milliards d'euros tous les ans. J'en ai déjà entendu parler de ça. Par les individuels français. Donc, c'est colossal. Néanmoins, ce marché du don, en fait, il est en risque parce qu'il y a de moins en moins de donateurs qui sont de plus en plus âgés. Tu vois, l'âge médian d'un donateur en France, c'est 62 ans. Okay. Oui. Donc, les donateurs sont de plus en plus âgés, donnent de plus en plus individuellement, mais quand ces donateurs seront plus là, et ça finira bien par arriver, il n'y a pas vraiment de relais de croissance dans les populations les plus jeunes. Donc, si tu veux, nous, vraiment, en fait, si tu me demandais, il faut essayer de faire se déplacer sur l'échelle des âges, il faut faire se déplacer cette capacité à vouloir et à donner. Et pour ça, il va falloir proposer des endroits, des commerces, des actions sur lesquelles investir. Parce que si tu veux donner, mais tu sais pas où donner, parce que moi, ça m'arrive souvent, ça, ce que tu dis. Tu vois, Thomas, je me fais encore la remarque là. J'ai une petite opération qu'on a évoquée ensemble sur une petite opération avec du NFT pour faire des dons. Et en fait, mine de rien, quand tu te dis ouais, j'aimerais bien donner, mais à qui? En fait, c'est pas si évident de trouver à qui donner, quoi. C'est-à-dire qu'il y a pas nécessairement un fléchage, un portail, un annuaire, des associations ou autres. C'est pas si évident, en fait. Ça, je m'en suis rendu compte l'autre jour quand je cherchais justement. Je me disais en fait, je donne à qui? T'as tout à fait raison et je t'expliquerai pourquoi nous on essaie d'y répondre. Et en plus de ça, c'est qu'il n'y a pas de solution universelle parce que en fait, on n'a pas tous les mêmes exigences, on n'a pas tous les mêmes attentes, on n'a pas tous les mêmes centres de préoccupation. Si demain tu as, je sais pas si ton cas, mais tu as un animal domestique, évidemment, tu vas être très sensible à la cause animale. Si tu habites au bord de la mer ou à côté d'un gros port, les océans, etc. Voilà, donc tu vas être très sensible plutôt à l'océan, etc., etc. Donc il y a vraiment plein de causes différentes. Nous, on a fait un pari qui est le choix du social. Voilà, donc c'est clair. Comment on veut simplifier le parcours du don? En fait, on le fait avec 3 choses. Premier point, c'est ce que tu viens de mentionner. On veut mettre à disposition de nos clients notre catalogue d'associations. Okay. Ça, pour nous, on a une force qui est assez considérable. C'est que avec le Fonds du bien commun, si tu veux, on a un partenaire qui peut nous sourcer des assos qu'il connaît parfaitement. Donc ça veut dire qu'on est capable de donner, tu vois, d'avoir un gage de crédibilité qu'on est capable de donner à nos clients en disant mais allez-y tranquille, nous on les connaît. Ça, c'est le premier point, c'est le catalogue. Le deuxième point, vous avez screené, vous êtes garant que les personnes ou les dons ou les associations que vous mettez en avant, vous les connaissez, vous les avez à la limite rencontrés, vous avez vous connaissez le sujet, le dossier. Mais ça, c'est un vrai boulot, c'est-à-dire que tu peux pas t'inventer. Voilà, parce que nous, il y a 30 personnes chez nous qui s'en occupent. Tu vois, donc tu peux pas t'inventer comme ça. Oui, c'est pas. On a bien compris, c'est pas juste tu mets un coup de tampon, vu par Agatha, quoi. Non, c'est pas juste ça. Donc la deuxième composante, c'est de simplifier, d'aider au process. Comment on va le faire? Tu vois, en début de mois, quelqu'un, tu vois, qui gagne un peu d'argent, il va faire quoi? Il va mettre en place un virement mensuel vers son PEA, son assurance vie, son PER, etc. Nous, en fait, ce qu'on dit, c'est il faut faire la même chose avec le don. Tu vois, pourquoi t'attends la fin du mois de décembre pour te préoccuper de savoir à qui tu vas donner? Fais-le tous les mois et nous, on t'aide. Comment on t'aide? Tu fais ton virement mensuel, mettons 10, 20, 30, 50 euros par mois, et nous, on fait tourner les assos dans les causes qui t'intéressent. Tu vois, si t'es intéressé par l'éducation, par le handicap, par la biodiversité, tu nous le dis, et nous, on fait tourner les assos, encore une fois, avec ce degré de confiance qui est très fort. Et enfin, le troisième point, c'est qu'à la fin de l'année, nous, on consolide l'ensemble de tes relevés fiscaux, et tout ça, c'est storé dans ton application. Donc, quand tu fais ta déclaration fiscale, tu as tout en un seul endroit. Donc, catalogue, simplification et documentation, c'est vraiment notre triple promesse autour du don. Et enfin, le dernier pilier. Vas-y. Donc, je te disais, le premier pilier, le compte, deuxième pilier, le don, troisième pilier, c'est l'épargne. L'épargne, on veut que nos clients aient la possibilité de faire travailler leur argent à des projets impact très forts. Pas que sous forme de don, mais aussi sous forme rémunérée,
parce qu'on pense que tout travail mérite salaire, et en l'occurrence, quand tu mets une partie de ton épargne au travail, eh ben, ça mérite rémunération. Enfin, il est légitime d'en demander une rémunération. Et donc, ce qu'on veut proposer, c'est à ce que des assos puissent lever de la dette chez nous et que, en direct, nos clients puissent y souscrire. C'est exactement l'exemple que je te donnais tout à l'heure d'une asso qui ouvrait une école ou un restaurant ou ce qu'on veut et qui aurait besoin de 500 ou 1 million d'euros pour pouvoir lancer son projet. Et pour parler franchement, Thomas, ça, c'est là où ça coince un peu. Ouais. Tu vois, sur toutes les initiatives sociales, environnementales, etc. C'est là où il est très compliqué de faire du rendement, en fait. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est là où tu te dis, bah oui, ok, promettre des revenus et du rendement, bah c'est compliqué sur des projets sociaux et des projets d'environnement, etc. C'est pas évident, quoi, de trouver le bon produit financier qui va avoir du revenu et de la valorisation, quoi. Non, c'est clair. Après, je suis pas convaincu que les clients aient toujours besoin d'avoir un produit qui performe le mieux. Enfin, en fait, regarde, prenons un exemple. Moi, je connais des gens de manière très très proche, tu vois, qui me disent de temps en temps, j'ai 10, 20, 30, 50 000 euros sur mon compte courant. Waouh. Ça n'a pas de sens. Ah, mais j'ai oublié que tu travaillais dans le monde de la finance. Oui. Tu connais des gens qui sont forts. Oui, Oui, mais fait, ça, c'est vrai que ça, c'est bête. C'est vrai que c'est bête parce que l'argent, il dort. L'argent, au Ouais. lieu de faire des petits, il est en train de tourner à rien du tout, quoi. Et c'est Exactement. même pas un compte rémunéré en plus, j'imagine. Non, c'est des comptes courants Ouais, donc traditionnels. c'est un compte courant de base. Ouais, ça, c'est la cata, quoi. Et en fait, on peut dire ça, mais tu peux dire la même chose dans livret A. Ouais, Tu peux dire la même chose, tu vois, il y a non, plein c'est de vrai. produits comme ça qui sont des. Et en fait, aujourd'hui, quelle est la. Prenons un peu de recul. Aujourd'hui, quelle est la finalité sociale d'avoir de l'argent sur son livret A? Bah, il y en a une, c'est pas inexistant, loin de là, c'est pas ce que je dis. La collecte du livret A permet, avec la CDC, avec la Caisse des dépôts et des consignations, de financer le logement social. Mais est-ce que tout le monde a envie que son patrimoine rapporte 3% Soit pour financer? utilisé à ça. Ouais. Voilà, tu peux vouloir le faire pour autre chose. Ouais, Et je te dis pas à 15%, mais tu vois, peut-être à 2, oui, 3, je suis d'accord. 4%. Et ça, là, tu trouves des produits qui fonctionnent. Ça existe. Il y a un truc, Thomas, que vous devez réussir à inculquer dans la tête des clients. De vos clients, c'est que tu connais toi le concept des intérêts composés, Ouais. qui sont que un petit montant que tu mets régulièrement tous les mois, ben en fait il a une évolution exponentielle. Et donc là, finalement ce que vous voulez faire, c'est un peu ça, c'est l'invention des intérêts composés, mais fléchés vers de l'impact et vers du social. Ouais, alors d'une certaine manière, après, t'es pas forcément obligé de composer des intérêts, parce que tu as aussi des gens qui veulent les récupérer pour en faire, tu vois, une certaine rentrée d'argent, etc. Mais en tout cas, ce qui est certain, moi, si tu veux, ma conviction et pourquoi je me suis lancé dans ce projet, c'est que je pense que des produits, enfin, pourquoi la banque s'adapte bien à l'impact, c'est qu'en réalité, tu peux avoir une capacité d'inventer et d'imaginer des nouveaux produits à impact hyper fort qui est colossal. C'est vraiment ça, en fait, ce que je veux faire. Il y a des produits simples à lancer, donc c'est les premiers qu'on va faire. Mais demain, tu pourras imaginer des choses bien plus ambitieuses. Donc c'est vraiment l'objectif et la vocation d'Agatha. Yes. Alors, c'est un projet entrepreneurial. Dis-moi si je me trompe, tu as un environnement plutôt extrêmement aidant, favorable, parce que tu es dans j'ai oublié le nom que je voulais utiliser, l'écosystème Ouais. de Otium, des investissements, du fonds de biens communs, etc. Donc, souvent, je pose des questions aux entrepreneurs en disant, ouais, comment tu gères la partie la plus difficile d'être entrepreneur? Ta Ouais. compta, ta finance, ta C'est clair. gestion, etc., etc. Bon, toi, il faut quand même le faire, mais tu as quand même, je dirais, un environnement qui est particulièrement expert, expert et aidant. Pour autant, est-ce que justement tu es confronté à ces phénomènes de la solitude de l'entrepreneur? Comment toi-même tu es en train de boucler des financements, la Ouais. levée de fonds, etc. Comment se passe ce genre de dossiers qui sont un peu les choses de l'entrepreneur pur et dur, hein? C'est-à-dire que là, on raconte un truc, waouh, ton parcours, il est très intéressant, mais il faut pas oublier que ça ne gomme en rien toute la problématique de l'entrepreneur qui monte un projet d'entreprise Non, c'est clair. avec toutes les difficultés qui vont avec, quoi. Non, tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, moi, je suis dans une phase assez particulière parce qu'on est avec Ludovic, donc mon associé qui m'argent sur la partie marketing, on est en train de préparer une levée de fonds.
Donc en fait, quand tu prépares une levée de fonds, si tu veux, tu as un objectif qui est très clair. Nous, on s'est Oui. dit 15 décembre, on veut passer en comité d'investissement. Donc on peut se rappeler d'ailleurs dans un mois. Et tu le flèches vers la structure d'investissement de Otium et Pierre-Ambroise Terrain et tout ça ou d'autres fonds? On est en train de continuer de discuter sur ce sujet. Aujourd'hui, c'est notre option privilégiée. Pourquoi c'est notre option ils ont une privilégiée sorte de priorité? Ils ont une sorte de priorité à l'investissement? Bah, en fait, moi, j'ai tout intérêt. En fait, si tu veux, Oui. prenons un peu de recul. Moi, ce que je veux, c'est démontrer que mon projet, j'ai zéro social washing. Ok? Ouais. Donc, encore une fois, j'ai mes clients, j'ai moi, la structure, j'ai Agatha, et j'ai mon investisseur. Si je suis capable d'inciter mes clients à donner ou à faire travailler une partie de leur épargne à des projets ambitieux à impact, si moi, en reversant une partie de mes revenus, je suis capable de mettre tu vois, la main à la poche, et si en plus de ça, mon actionnaire, c'est une structure qui est tu vois, la résultante d'un homme qui a donné toute sa fortune, on parle quand même de plus d'1 milliard d'euros, hein, c'est pas, je parle pas de 100 000 euros, un gars qui a passé 25 ans de sa vie à créer un empire, 1 milliard d'euros, et qui a décidé de tout donner. En fait, honnêtement, comment veux-tu être contestable ou contesté sur le fond du projet? Je me suis laissé dire qu'il voulait devenir saint, d'ailleurs, dans une interview de podcast qu'il a fait avec Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself. Il a évoqué le fait que en fait, si tu veux, c'est il pouvait devenir un saint. Ouais, tu vas voir, c'est quelqu'un qui est assez marrant parce qu'il a des idées très arrêtées. C'est un sacré, franchement, personnage. Hein, wow. Ouais, carrément. Très impressionnant à voir. C'est très, très impressionnant. Ouais. En fait, c'est quelqu'un qui est assez impressionnant parce que il a une capacité à se projeter qui est honnêtement hors du commun. Tu vois, quand il avait 20 ans, il s'est dit plus tard, je serai riche. Mais riche, tu vois, je te dis pas 200 000 euros, tu vois. Il a visualisé. Voilà. Et faudrait lui redemander précisément. D'ailleurs, tu peux l'inviter sur ton podcast pour qu'il y réponde directement. Mais à un moment donné, il s'est dit, un jour, j'aurai 1 milliard d'euros. Et ce milliard d'euros, je l'aurai à 50 ans. Et en fait, il a eu il a atteint ce jalon avant ses 50 ans. Et ici, mais en fait, c'est quoi la suite? Tu vois, genre, la case est cochée. Tchac, tchac. Exactement. Et maintenant, quoi. Exactement. Et donc, tu vois, quand on peut avoir, et je pense que c'est quelque chose qui est assez légitime quand qui est assez naturel quand tu es entrepreneur, de vouloir aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, et en fait, de te dire à un moment donné, OK, là, ce que j'ai fait, c'est considérable. Quelle est la prochaine étape? Je trouve que c'est vraiment une démarche d'humilité assez intéressante. Donc, on a un peu digressé. Ta question initiale, c'était de savoir aujourd'hui qu'est-ce que ça m'apporte le fonds du bien commun. Donc, moi, je suis dans cette phase de levée de fonds. On va commencer à aller lever de fonds au fonds du bien commun. Et peut-être que derrière, on ira lever auprès d'autres partenaires. Là, tu fais ton show, en fait, tu vas faire ton roadshow, tu vas aller voir différents investisseurs, etc. En fait, c'est fondamental parce que déjà, ça permet de s'exercer. Ça permet de centrer, ça permet de répondre à des questions, ça permet d'avoir des challenges, ça permet de confronter sur les niveaux de valorisation que ça. Donc, c'est un exercice qui est vraiment fondamental. Une fois et donc, si tu veux, cette phase-là, elle est facile parce que j'ai une deadline. Donc, je sais, tu vois, là, je fais mon rétro-planning, je sais tout ce qu'il faut que je fasse jusqu'à fin décembre. Une fois que tu as levé des fonds, c'est un peu là où les difficultés commencent en réalité, parce que du coup, tu n'as plus de deadline. Tu vois, tu es tout seul, ou tu es 2, ou tu es 3, ou tu es 4, et tu te dis, maintenant, il faut qu'on crée une banque. C'est pas rien, il faut qu'on crée une banque, il faut qu'on aille chercher des personnes de qualité, il faut qu'on aille accélérer le développement commercial, donc qu'on ait du budget marketing, etc. Mais tu n'as plus, tu vois, le jalon et tu n'as plus la phase courte. Donc, tu vois, un des points qui me semble fondamental quand on se lance, c'est que régulièrement, c'est de poser le crayon. Tu vois, c'est dire, OK, stop, je m'arrête. On arrête de réfléchir, on arrête tu vois, la lessiveuse de l'entrepreneur. Au bout d'un moment, on y met un point final. Et on dit, OK, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps et quel est mon objectif pour la fois d'après? Et tu vois, vraiment avancer par jalon comme ça me semble un point assez fondamental. Là, c'est très intéressant parce qu'en plus, on te reçoit, je te reçois sur le podcast là, en étant un peu dans tes coulisses, puisque tu es en plein. Tu es en plein sur le sujet, donc effectivement, ça c'est extrêmement intéressant de voir à l'écran et dans tes paroles l'étape dans laquelle tu te situes, qui est un stress aussi. On peut en parler parce que parmi les fameux KPI, les Key Performance Indicators, comme on appelle ça en anglais, aujourd'hui, on doit te demander, j'imagine, combien de préinscrits tu vas avoir, quoi. C'est-à-dire que toi, en ce moment, tu es en mode, il faut que j'ai des gens qui s'inscrivent à mon futur service, quoi. Tu es dans de l'acquisition, quoi. Exactement. Donc, c'est exactement ce qu'on fait. Nous, on a décidé de le faire. C'est un pari, honnêtement, parce que c'est pas forcément ce qui se prête le mieux au secteur dans lequel on est, mais c'est d'avoir une communication assez massive sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn.
Bien sûr. Et en fait, ça marche super bien. Et donc, du coup, ça me permet de faire une excellente transition avec les vrais, tu vois, des vrais facteurs clés de succès d'un projet. C'est d'être capable de se faire challenger, d'être capable de discuter avec des gens qui connaissent ce secteur. Et donc, moi, vraiment, tu vois, tous les entrepreneurs ou entrepreneurs en herbe qui nous écoutent, vraiment, moi, j'insiste sur ce point-là. C'est important de discuter avec des gens. Et après, il faut y aller au culot. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, tu vois, moi, j'ai fait un post, honnêtement, c'est un de ceux qui a le mieux marché. Un jour, je me retrouve à discuter avec quelqu'un qui, je vais pas dévoiler d'où il vient, mais qui travaille dans une des plus grandes banques françaises et qui est le numéro 2 de la structure qui gère tous les paiements. Donc, si tu veux, le mec connaît parfaitement le secteur. Bah oui. Et donc, on lui pitch le projet et on se fait, mais ouvrir en deux. Mais tu vois, de manière hyper bienveillante. Mais le mec vraiment me challenge extrêmement fortement sur l'intégralité du projet. Donc, on sent, Ludovic était à côté de moi, il me regarde à la fin du truc, il me dit, mais il s'est passé quoi là? Ouais, on s'est fait exploser là. On s'est fait exploser en plein vol. Et en fait, je dis, mais c'est génial, parce que moi, je préfère que ces questions, on me les pose maintenant et il me reste 2 mois pour rectifier le tir, plutôt qu'on te les pose au comité d'investissement et t'as 12 secondes pour trouver une réponse construite. Tu vois. Moi, je me rappelle, moi-même, quand j'ai pitché, tu vois, devant mon board là d'investissement, tu fais pas le fier. Hein, t'as 12 Pékins alignés devant toi en costume cravate qui sont en train de te cuisiner là. Bon, vaut mieux avoir les réponses avant. Hein. Non, c'est clair. Donc, c'est vrai que donc du coup, ça m'a donné l'idée en fait d'un poste. En fait, j'ai donc mon poste un peu un truc, tu vois, pardonne-moi l'expression, mais un peu un truc putaclic en disant votre projet c'est de la merde. Et donc je racontais un peu l'histoire, comment on s'était fait découper et ouvrir en deux par ce gars-là. Mais encore une fois, de manière extrêmement bienveillante. Hein, c'était vraiment une super discussion. Et à la fin, je dis bon bah, en fait, vous connaissez des gens qui sont des experts, ou vous-même être un expert du sujet, bah venez au travail quoi, au travail. Voilà. Et en fait, on a eu un nombre de demandes colossales. Et honnêtement, je peux même pas répondre à tout le monde parce que ça prend du temps, tu vois, à chaque fois de passer 1 heure en visio, d'aller pitcher le projet, etc. C'est intéressant. Donc vraiment, tu vois, ta question initiale qui était sur les forces du projet, il faut vraiment se faire entourer, demander des conseils, discuter avec des gens de l'industrie. Tout le monde, en fait, les gens aiment beaucoup parler de ce qu'ils font. Donc il faut les contacter en disant, bah, vas-y, raconte-moi ce que tu fais, je trouve ça génial, et j'ai envie de me lancer et de faire un truc similaire. Et moi, d'ailleurs, je suis le premier à répondre positivement quand je peux le faire, tu vois, quand on me pose des questions. Ouais, et bah, en fait, d'ailleurs, tu me tends la perche pour faire un petit focus et mettre, je dirais, un éclairage sur quelque chose qui peut paraître pas si évident que ça. C'est que là, tel qu'on te voit, en fait, tu es dans la peau et le rôle d'un entrepreneur qui se lance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, vous êtes deux, quoi. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas de structure, il n'y a pas. C'est le bordel, quoi. C'est vous lancez, c'est une start-up, enfin, si on veut, c'est une fintech, mais en gros, vous êtes dans la création d'une boîte, d'un projet, et vous êtes comme tout le monde, quel que soit votre parcours. Et là, on a vu parcours d'excellence, 10 ans dans la finance, bidule et tout. Bah, n'empêche qu'on est tous égaux là. Là, on est quand tu montes ton projet, bah voilà, vous êtes hop au four et au moulin, vous êtes deux et vous êtes à la dure en train de porter votre dossier. Voilà. Avec. Et d'ailleurs, un point qui est important et je me permets d'insister dessus, c'est que tu vois, on pourrait être tenté de penser que je fais ça derrière une structure où il y a des moyens financiers importants, etc. Mais en réalité, si tu veux, moi, ma logique, elle est faire délivrer le plus avec le moins possible. Ça, je pense que c'est vraiment important. Et la frugalité, moi, j'appelle ça, non? La frugalité, quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que recommandent tous les investisseurs. Les investisseurs recommandent, demandent d'ailleurs plus que recommandent, demandent à leur participation d'avoir le plus de frugalité possible, parce que sinon, en fait, on peut dépenser des fortunes colossales dans des partenaires, dans des agences de branding, dans du marketing, etc. Donc moi, vraiment, tu vois, un des points... Le cash burn n'a pas vraiment bonne presse en ce moment. Non, c'est clair. Donc, c'est clair qu'il vaut mieux être résilient et être entrepreneur à délivrer, surdélivrer d'ailleurs, et à bosser, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et encore une fois, c'est règle de Pareto, tu vois, c'est les 80-20. Et ben, en fait, ce que tu vas faire, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Il faut avancer. En fait, ce qu'il faut vraiment, c'est avancer, c'est se fixer un rythme. Et c'est être, tu vois, c'est être au rendez-vous sur le rythme. Il y a des moments où tu seras en avance, des moments où tu seras en retard, c'est pas grave, mais faut vraiment, faut pas attendre d'avoir le produit parfait, faut pas attendre d'avoir la typo, le logo parfait, la marque parfaite. En fait, au bout d'un moment, faut avancer. Voilà. Thomas, tu as été 10 ans salarié.
Maintenant, tu es entrepreneur. Je voudrais que tu nous racontes en toute transparence, parce que l'entrepreneuriat, ça s'apprend pas. Hein, Ouais. il y a pas d'école pour devenir entrepreneur. Et donc, je voudrais que tu nous racontes comment toi, tu te formes, comment tu as appris je dirais, à jouer ce rôle-là. Est-ce que tu as des coups de stress? Comment tu te sens par rapport à ça? Parce que tu étais, encore une fois, en plus, je dirais que tu as une sorte de désavantage de mon point de vue, parce que tu avais une position qui était élevée. Tu vois ce que je veux dire? Tu avais Ouais, un statut social, une super rémunération, etc. Donc moi, j'ai tendance à dire que waouh, c'est pas le meilleur terreau pour devenir entrepreneur. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'entrepreneuriat, c'est très dur, c'est très difficile. Il y a des hauts, des bas, c'est le roller coaster. Mais quand tu pars d'un confort lié à une bonne rémunération, etc., bah, t'es pas vraiment préparé à être le commando qui va traîner dans la boue, quoi. Donc toi, comment tu vis ça? Comment ouais, avec ton associé Ludovic, hein, ouais, Ludovic, exactement. Ouais. comment tous les deux vous entraînez, comment vous appréhendez cette stature d'entrepreneur, vos niveaux de stress, etc. Vous en êtes où là, par rapport à ça? Ouais. Écoute, c'est vraiment c'est une très bonne question. On a deux profils qui sont très complémentaires. Ça, c'est vraiment D'accord? une force. Honnêtement, C'est ne mieux. surtout Ouais. pas, ouais, Surtout ne pas surtout avoir le pas même que t'associer soi. avec Ouais, d'autres ouais, personnes. ouais, Ouais. ouais. Et Ludovic, c'est un gars qui est génial, qui a pas du tout on n'a pas du tout le même profil. Lui, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus jeune, tu vois, qui doit avoir 26 ou 27 ans, donc qui est beaucoup plus D'accord? jeune, mais qui est un vrai entrepreneur dans l'âme. C'est-à-dire il a déjà monté plusieurs boîtes, c'est vraiment son truc, tu vois. Il avait monté D'accord. une boîte dans le crypto juste avant, il avait monté une boîte d'événementiel, il avait 18 ou 19 ans. Enfin, tu vois, Ouais, c'est ouais, ouais. quelqu'un qui vraiment est un entrepreneur dans l'âme. Et en fait, ce qui est génial, c'est que ça lui donne tu vois, une capacité de débrouillardise Ouais. qui est honnêtement qui est vraiment géniale. En plus, c'est un produit qui est assez créatif, donc moi, ça m'aide beaucoup Finalement, le parce que plus expérimenté des deux, c'est lui sur l'entrepreneuriat. ouais, exactement. Mais après, bon, moi, je pense que l'entrepreneuriat, ça s'apprend honnêtement sur le terrain. Après, moi, honnêtement, j'ai d'autres forces. Je connais très bien le secteur. Ouais. J'ai eu, tu vois, dans ma carrière, Oui, ça pour des vrais, connaître le secteur, oui, je pense que je connais plutôt bien. là, t'as bourlingué là, Euh, c'est clair. ouais. Et tu vois, à côté de ça, moi, j'ai acquis des vraies compétences, tu vois, analytiques, des vraies compétences de synthèse, de présentation, Bien sûr, bien de sûr. pitch. Ça, honnêtement, c'est un vrai argument. Et après, oui, des coups de stress, on en a de manière évidente. Mmh. Moi, je pense que je suis un profil relativement, j'arrive plutôt bien à gérer mon stress. Après, ça veut pas dire, attention, hein, que je me réveille pas de temps en temps un mardi à 2 heures du matin en me disant, oula, by the way, je pense à un truc et Comme tous en les fait, on passe entrepreneurs, je 6 heures. crois. Ouais, ouais, tout à fait. Exactement. Ouais, ouais. Donc ça c'est clair, mais j'essaie quand même, tu vois, de prendre un tout petit peu de recul. En fait, honnêtement, je suis pas chirurgien cardiaque, ok, et je fais pas des opérations à cœur ouvert. Yes. Donc évidemment que j'ai pas envie que le projet plante, évidemment que j'ai pas envie de décevoir un investisseur, j'ai pas envie de me retrouver à aller virer des équipes demain, j'ai pas envie de devoir dire à mes clients qu'en fait mon produit est pas au niveau ou je sais pas quoi. J'ai pas du tout envie. Je fais tout ce que je peux pour que ça aille Ouais. aussi J'espère que tu bien aux n'auras pas à le clients. faire, hein. Moi, j'ai 2 Voilà. fois dans ma vie, j'ai dû licencier, 2 fois 15 personnes, donc ça fait 30 personnes en tout. Dans une vie de Ouais, c'est pas 25 ans drôle. d'entrepreneur, je te le dis clairement, c'est 30 personnes de trop, hein. C'est vraiment Ouais. la cata. Donc C'est voilà, pouvoir, donc ça, j'ai vraiment pas du tout envie que ça m'arrive. Je fais de mon mieux pour que ça c'est clair. n'arrive pas. Ouais. Après, à l'impossible, nul n'est tenu. Encore une fois, j'essaie vraiment de pas oublier qu'on n'est pas, enfin, tu vois, je suis pas chirurgien cardiaque et j'ai pas des Ouais, vies ouais. entre les mains non plus. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Est-ce Voilà, que faut être humble aussi. Faut rester humble vis-à-vis de ce qu'on fait, à mon sens. Ouais. Il y a, Thomas, il y a un truc, qui est de l'ordre de la légende pour moi, Mm. qui est ce côté obscur, tu vois, de la banque. C'est-à-dire que comment expliquer ma question? La banque, on connaît dans son quotidien. On a des comptes bancaires, on a une carte bancaire, et cetera, et donc on est usager de la banque. Mais moi, il y a toujours un truc qui me turlupine parce que je suis issu du monde de la tech, qui est, mais en fait, la banque, finalement, les finances, mine de rien, c'est hyper technique, quoi. C'est hyper Ouais, logiciel, informatique, et donc là, moi, je t'entends me dire, ah ouais, allez hop, on va créer une banque, un compte bancaire, de l'épargne, etc., avec une carte bancaire et tralala. Ouais, d'accord, ouais, mais en fait, toi, tu fais comment? T'as un CTO, t'as un directeur technique R&D, comment ça marche les ouais, plateformes financières, quoi? Comment tu vas faire ouais. pour ça? Écoute, c'est une très bonne question. Tu vois, quand tu montes un projet, il y a deux grandes questions qui se posent, c'est make or buy. Ou éventuellement d'ailleurs le troisième qui est partner with. Donc ça, c'est D'accord. vraiment en fait, l'avantage, encore une fois, moi je pense qu'aujourd'hui, le moment de monter une banque est bien plus propice aujourd'hui qu'il y a 3 ou 4 ans. Ouais. Parce que déjà, l'industrie, elle est beaucoup plus mature. Aujourd'hui, il y a plein de partenaires en B2B qui existent, qui sont là pour accompagner des gens comme moi qui veulent lancer des banques. Donc, Oui. en fait, si demain, je voulais lancer une banque et que mon compte soit accessible à mes clients dans 2 mois, il y a des partenaires qui permettent de le faire. Donc, Oui, oui. franchement, c'est assez simple. Après,
il y a une autre question qui est une question stratégique. Tu vois, où est-ce que tu te vois, comment est-ce que tu te vois à moyen long terme vis-à-vis de tes clients. Donc moi, cette option qui est l'option de la facilité, du time to market le plus rapide possible, c'est pas une option que j'ai privilégiée parce que à terme, je voudrais pouvoir devenir une banque indépendante. Alors tu pourras me dire, oui, mais c'est un peu le vœu pieux de toute néobanque qui se monte. C'est vrai, mais quand tu te mets dans les bonnes dispositions au début pour y arriver, c'est plus simple que quand tu te mets tout de suite des boulets au pied. Parce que ça a l'air tout bête, mais aujourd'hui tout est appli. On a tous une appli mobile, donc on se dit bêtement, il y aura obligatoirement une application de banque, Agatha, voilà. Et mine de rien, au-delà du côté flux, les flux financiers, une appli mobile, c'est de la tech. Hein. Il faut coder, il faut développer l'appli. Alors ça, c'est pour le coup, c'est mon dada. Je connais bien cet univers-là, mais c'est vrai que tu vois, on se dit waouh, l'ampleur du chantier, elle est réelle, quoi. C'est qu'à un moment donné, comme tu dis, soit je sous-traite, soit j'appelle des gens spécialisés pour me fabriquer l'appli, soit ça veut dire équipe interne, mais qui dit équipe interne, ça veut dire 3-4 profils différents, hein, parce que c'est pas une seule personne qui sait coder une appli. Il va y avoir front office, back office, les flux de données dynamiques, les bases de données, l'architecture technique financière. Donc c'est tout de suite 4 profils minimum. Et donc ça veut dire du salaire chargé x2. Donc tout de suite, boum, tu changes tu passes du karting à la Formule 3000, quoi. C'est plus du tout la même rigolade. Tu as tout à fait raison. Hein. Et d'ailleurs, en réalité, il y a vraiment au moins 5 jobs nécessaires day one. Tu as le CTO qui va vraiment piloter l'ensemble des chantiers. La vision de la plateforme technologique dans son ensemble. Ouais, et ton app, elle est forcément sous iOS et sous Android. Donc, tu as déjà au moins 2 personnes. Tu as au moins une personne qui va s'occuper de toute la partie web et tu as au moins une personne qui va s'occuper de toute la partie back-end qui est effectivement assez fondamentale. Pourquoi ? Pour que nous, nos opérateurs en interne puissent suivre les transactions, suivre les onboarding de chacun de nos clients. Donc, c'est sûr que tu as déjà au moins 5 personnes. Encore une fois, il y a une autre option qui est le buy. Et aujourd'hui, donc, tu as un peu 2 manières de le faire. Soit tu peux racheter des technos qui sont disponibles sur la place, soit tu peux t'associer, soit tu peux aller voir des agences qui sont spécialisées pour développer ce genre d'applications et ce genre d'outils. Et en fait, aujourd'hui, des néobanques, t'en as des dizaines qui ont été montées dans le monde. Donc, en fait, tu as des agences qui savent très bien le faire. Donc, alors évidemment, c'est sûr, c'est toujours pareil, ça a un coût. Mais je dirais qu'il y a 4-5 ans, il fallait effectivement partir de zéro. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Tu as vraiment une offre qui est assez large qui permet d'aller trouver des bons partenaires. Yes. Bon. Ok. Donc, non, mais c'est intéressant de voir ton association en duo avec Ludovic, qui fait que, comme tu nous expliquais, finalement, vous êtes complémentaires et vous apportez chacun, je dirais, de vous insuffler dans le duo, quelque chose qui vous permet, pas au même moment, d'être chacun le soutien de l'autre, j'imagine. C'est aussi comme ça que ça se passe. Moi, je suis moi-même associé avec quelqu'un et c'est vrai que souvent, on n'est pas tous les deux au fond du trou au même moment, quoi. Donc, il y en a toujours un qui comprend ça. C'est clair. Et d'ailleurs, la finance, toi, tu vas gérer, quoi. Vous avez. Ça, honnêtement, j'ai pas beaucoup de débat. Et après, tu vois, un autre point qui est important dans l'association, même plus que l'association, c'est dans le recrutement. Tu vois, moi, je suis assez convaincu que quand les gens sont heureux et contents de travailler ensemble, c'est un facteur clé de succès qui est vraiment considérable. Donc, tu vois, tu vois, tous ceux qui nous écoutent sur ton podcast, et j'espère qu'ils seront nombreux sur cette. On est très nombreux. Non, mais un point qui est assez clair, c'est que il faut chercher un mouton à 5 pattes, c'est très compliqué et généralement on n'en trouve pas. Et après, à mon sens, il y a une concession à faire dans le recrutement ou dans l'association avec quelqu'un, c'est vraiment pas sur le fit perso avec la personne. Il va y avoir des hauts et ça peut être des très grands hauts, il va y avoir des bas et ça peut être de très très grands bas. Et donc, effectivement, un des objectifs de l'attelage, c'est vraiment qu'on puisse s'aider et se porter l'un l'autre, quoi. Donc, vous avez fait un peu introspection, alignement des valeurs. Est-ce que tous les deux, moi j'appelle ça faire un raclette, tu sais, c'est prendre les triples, les poser sur la table et se dire ok, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, où est-ce qu'on se voit, quoi? Est-ce que tu te vois sur un hamac au Brésil sous le soleil ou voilà, parce que mine de rien, ça a des impacts à court ou moyen long terme. À un moment donné, pam, la relation, l'association peut, tu vois, tout à coup plus avoir un désalignement total, quoi. Donc c'est bien de le savoir au début, quoi. Pacte d'actionnaires et toute la clique, quoi. Ouais, c'est clair. Alors, tu vois, pour rebondir, mais je sais bien que la question est beaucoup plus large que ce que tu viens de dire, mais je pense que ni Ludovic ni moi, on a l'intention de se retrouver un jour sur un Mac à Bali ou au Brésil. Pourquoi ? Parce qu'on est assez convaincus. Enfin, si tu veux, si je voulais gagner de l'argent, honnêtement, tu serais resté là où t'étais. Et enfin, t'aurais continué à progresser, ou alors j'aurais fait de l'investissement mais j'aurais pas lancé une banque. Tu vois, faut être complètement fou pour lancer une banque
Et Ouais. on pourra revenir, tu vois, sur vraiment les raisons profondes. Et une banque sociale, Ouais, exactement. avec un objectif de Ouais, positionnement sur le S de SG de social. Donc, ouais, oui, je suis clairement. d'accord. Donc, je pense que de ce point de vue-là, on est tout à fait, alignés et on n'a pas, encore une fois, vocation. Je veux dire, c'est pas l'objectif du projet, c'est pas de pouvoir être oisif à 40 ans. Il y en a qui veulent le faire et c'est très bien. Et honnêtement, Mm, enfin, mm. j'ai aucun jugement de valeur dessus. Mais je pense que c'est pas vraiment notre raison profonde du choix du projet. Le cas Ludovic est un peu particulier parce qu'il se trouve qu'on se connaissait. Lui, quand il était entrepreneur, on avait déjà discuté. D'accord. Et notamment, on avait discuté d'un potentiel investissement dans leur structure, ce qui n'était pas le cas pour nous, enfin pour le fonds du bien commun, parce que c'était un sujet qui était Ouais, très tech, un truc très privé. fintech. Ouais. Donc finalement, on l'avait pas fait. Mais on s'était rencontrés, on se connaissait assez bien. D'accord. Enfin, assez bien. On s'était déjà vu plusieurs fois, tu vois. Il y avait un fit. Et- Il y avait un fit ouais, exactement. minimum, quoi. Exactement. Et donc, en fait, moi, quand je cherchais un associé pour s'occuper de toute la partie CMO, en fait, un jour, Ludovic m'envoie un message en me disant, bah, écoute, est-ce qu'on peut déjeuner ensemble? Yes. Et moi, honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce qu'ils me disent, bah, tiens, by the way, ça m'intéresse de faire partie du process. Je dis, D'accord. bah, écoute, mon coco, si tu veux, mais là, en gros, moi, j'ai des gars qui sont dans le process depuis 2 mois et je suis sur le point de prendre ma décision. Toi, tu Donc, viens d'arriver, quoi. ouais, donc pas de problème, mais par contre, cette semaine, j'attends ta roadmap pour tu vois, toute la phase d'information, comment tu vois les choses, etc. Ouais, ouais. Et honnêtement, il a fait un boulot super. Ouais, Et je me suis d'accord. dit, bah, go, je le connais, on savait qu'on s'entendait bien. Yes. Et donc, effectivement, c'est un point assez important quand même quand tu recrutes quelqu'un. Ouais, c'est intéressant ça. Bon, j'imagine que de toute façon, quand tu as besoin d'être, je dirais, de t'aérer l'esprit, tu peux aller discuter littérature anglaise avec ton épouse, et puis ça te remet un petit peu, entre guillemets, à ta place, en te disant, bon, Ouais, calme-toi, parce que c'est clair, à ce moment-là, je comprends plus rien. Et non, mais t'as raison. Et d'ailleurs, tu vois, c'est ça te important. rattache à une certaine forme de réalité aussi, parce que Ouais, bien sûr. on en parle, on n'en a pas beaucoup parlé d'ailleurs dans mes interviews précédentes, mais effectivement, il y a quand même le conjoint, la famille, le côté perso qui compte beaucoup dans la manière qu'on a de vivre son entrepreneuriat, quoi. Donc, Ouais, carrément. c'est important aussi d'avoir, tu vois, de pouvoir se recentrer, à un moment donné, s'aérer l'esprit, s'occuper de ça. Tu m'as dit que tu avais un enfant? Oui, oui, trois. Oui, je suis bête, trois filles en plus. Exactement. Moi, c'est une fille de garçon, toi, c'est trois filles. Ouais, Oui, donc exactement. voilà. Donc ça, c'est un petit peu je dirais ta petite poche, un petit peu avec eux, voilà, Ouais, tu clairement. oublies le truc, tu vas te concentrer avec eux, tu fais des sorties, des trucs qui te Ouais, remettent ouais, un ouais, peu, bien sûr. Alors, hein. après, je vais pas te mentir, hein, quand tu lances ton projet, en fait, t'as un peu la tête dans le guidon. Ouais, j'ai Moi, connu ce qui ça, m'aide hein, beaucoup, ouais. clairement. Moi, ce qui m'aide beaucoup, tu vois, c'est que ma femme est fière de moi. Ça, honnêtement, Ouais, c'est peut-être con à dire, voilà. hein, mais Ça, c'est ça le change meilleur tout. carburant. C'est le meilleur carburant possible, ça. Ah, c'est clair. Et tu vois, par exemple, je l'ai vu, c'était assez drôle, mais là, je sais pas si t'as regardé, mais on a fait une vidéo de lancement dans laquelle on explique, tu vois, Facecam, quel va être le projet. Tu peux la J'ai vu regarder passer sur ça. mon. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Yes. Et tu vois, quand la vidéo est sortie, en fait, ma femme, c'était la première supporter, À quoi. clé. Et en fait, c'est assez chouette parce que du coup, tu dis, bon, bah, je le fais pas en vain, tu vois, Yes. je le fais pas seul contre tous. Il y a beaucoup Non, c'est tu vois, important. il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés quand tu te montes, mais ça, c'est Bien. une vraie force. Et après, effectivement, moi, j'arrive assez bien, tu vois, le week-end à couper. Ouais. Alors, ça veut pas dire que tu prends pas une heure ou deux pour envoyer quelques messages et prendre un peu d'avance pour la semaine, mais j'arrive assez bien à couper, ce qui fait que tu vois, je continue de voir des copains, je continue de passer du temps le week-end avec ma femme et avec mes enfants. On continue d'être engagés d'ailleurs. Ouais. Ouais. C'est vraiment un point qui est important pour nous, de pouvoir aussi donner du temps pour les autres. Donc c'est ce qu'on essaie de continuer à faire. Et je dirais que tout ça, ça vient mettre de l'essence dans le moteur, quoi. Toi, parmi les 5 frères et sœurs, tu es à quel endroit, toi? Tu es, Moi, je suis le deuxième. Je suis tu le le deuxième. deuxième. D'accord, Ouais. OK. Et d'accord, et toi, tu me disais qu'eux, ils étaient pas du tout dans l'entrepreneuriat. Non. Tu leur en as parlé, Alors, de tes projets? Ou vous êtes en proches, fait, pas proches? Comment? honnêtement, très peu. Franchement, très D'accord, peu. d'accord, c'est marrant. C'est un bon point. Mais non, on s'en est pas beaucoup parlé. Si, On s'en est pas beaucoup c'est parlé. le fameux truc à Noël. Et alors, et toi, qu'est-ce que tu fais que tu dois raconter à la famille sur quoi Ouais. tu travailles? Non, mais tu vois, typiquement, ma famille, alors pas ma femme et mes enfants, parce qu'évidemment, tu es obligé de partager des choses avec eux, Oui, mais bien sûr. ma famille au sens un tout petit peu plus large, Mmh. j'essaie de pas trop les saouler Oui, avec ce que je retiens. Sinon, moi, je peux vite être du style emballé. Et en ah fait, oui, je trouve ça un peu désagréable tu vois, de ouais, monopoliser la discussion, machin, ça, c'est pas trop mon je truc. Donc, je si les comprends. gens m'en parlent, ça me fait très plaisir d'en parler.
si les gens m'en parlent pas, ça me va assez bien de pas d'accord. de pas y passer trop de temps. D'ailleurs, je me suis rendu compte d'un truc assez drôle, c'est que en fait, quand tu montes ta boîte, tu passes ton temps à pitcher ton projet. Bah oui. Et, Ouais, et quand tu passes ton temps à pitcher ton projet, de temps en temps, ça fait du bien de parler d'autre chose. Ça se Ah, calme. je suis d'accord parce que toi, Ouais. t'es 24/24 quoi. Ah ouais. Ouais, bien sûr. Moi, Après, c'est j'avais, frustrant. Il y a des ouais, gens il y a des gens qui sont très intéressés. Tu vois, quand ouais. jeudi soir, par exemple, on avait un dîner, on était avec des copains. Bah, il y en a plein qui disent, bah attends, du coup, c'est un nous, machin. Je fais, oh Raconte, là, on n'en raconte. pas encore. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Et il y a puis non, mais surtout que tu peux faire, une certaine forme d'overdose parce que, moi j'ai souvenir. Alors maintenant les temps ont un peu changé, quoique, mais moi je me rappelle, quand j'ai monté ma 1re start-up, hein, il y avait pas d'outils en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'était Ouais. la naissance du web, Ah c'était ouais, la ouais. naissance du web, donc il y avait rien qui existait. Il y a tout est on était des pionniers, donc j'ai bossé mais comme un fou parce qu'en fait, la compétence elle n'existait pas quoi. C'est-à-dire Ouais, que bien sûr. tu voulais sous-traiter, bah, tu pouvais pas. Il y avait personne qui connaissait le sujet du web. Donc, moi, j'ai souvenir comme ça d'avoir démarré, de faire des tours de cadran du lundi au dimanche. C'était une folie, quoi. Moi, Ouais, ouais, c'est clair. j'ai dû bosser, tu vois, sur 18 mois, j'ai dû faire du 7 heures, 2 heures du matin, mais tous les jours du lundi au dimanche. Ouais, C'était un truc de malade. Je faisais un tour de cadran quasiment en dormant ouais. 4-5 heures par nuit parce que, en fait, c'est pas que j'étais mal organisé, c'est que les 5 Ah, compétences dont il y avait besoin, bah, elles n'existaient pas. Donc, il fallait les faire. Donc, ça, non, c'est c'est clair. compliqué, hein. Non, mais après, il faut avoir un bon équilibre parce que C'est important. on dit souvent qui veut aller loin ménage sa monture. Et oui, Tu peux courir un sprint, mais tu peux pas courir un marathon à la vitesse d'un sprint. Donc c'est voilà. ça, c'est Donc, ça. ne se mettre la tête dans le guidon. Et pourtant, c'est ça. C'est-à-dire, et pourtant, l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est faire un marathon en courant le 100 mètres. Alors après, je suis assez d'accord, mais moi je pense qu'il faut aussi ne pas hésiter à faire des concessions. Et c'est dur, hein, c'est très dur, mais il Ouais, faut faire des concessions. Et moi je le sais très bien, il y a des un exemple très concret. Quand on lance, enfin au tout début au moment où Ludovic est arrivé, il y a à peu près un mois et demi, il est arrivé fin septembre. Fin septembre, il est arrivé fin septembre, septembre, ouais, tu avais 28 lancé. septembre. Quand il me rejoint, on se dit, bah, en fait, on peut pas bosser juste dans notre pièce pour lancer le projet. Tu vois, il faut qu'on le co-construise Ouais, avec un certain nombre de clients. Et donc, en fait, on envoie un post sur LinkedIn et on dit, bah, tiens, s'il y en a qui veulent nous aider à co-construire le produit, aidez-nous, on sera trop content de passer une heure au téléphone avec vous. Et on d'accord. s'est dit, bah, on va avoir entre 10 et 20 personnes qui vont s'inscrire, ça va être trop bien, tu vois. Et en Mmh. fait, on a genre 80 personnes qui s'inscrivent. Waouh. Et en fait, tu dis, ah, mais c'est génial. Et en fait, t'as presque envie de rencontrer les 80. Parce que tu dis, mais les autres, c'est pas Bien sûr, sympa, machin, ils ont bien fait sûr, bien sûr, l'effort. bien sûr. Et en fait, non, si jamais tu fais 80 personnes, en fait, c'est 2 semaines pleines de ton temps que tu Ah as non, consacré à discuter avec des gens. Alors, c'est très bien, c'est génial, tu vas apprendre plein de ouais, je choses, suis d'accord. mais est-ce que ça va, tu vois, à quel point ça va t'aider à développer ton produit? Bah, pas autant. Donc, Ouais. il faut apprendre aussi à faire des concessions, et ça, c'est assez important, à mon avis. Il y a 2 sujets, hein, 2 sujets très Ouais, importants que tu évoques là, c'est, qu'effectivement, à la fois, il faut aller à la rencontre de son marché ouais, carrément. et ne pas hésiter à aller questionner ses clients, hein. Le Ouais, nombre de start-upers, et d'entrepreneurs que je rencontre, qui en fait, travaillent, dans leur coin et après lancent leur truc en disant: «Ah bah, voilà, ça y est, on est prêt», mais en fait, il y a pas de fameux PMF, le product market fit, parce que, bah, tout simplement, tu as pas parlé. Tu as pas parlé avec ton marché, tu as pas parlé avec tes clients, donc ouais. bah, en Non, gros, c'est clair. ça il y avait pas de besoin, il y a pas de besoin, il y a pas de demande. Tu t'es auto-convaincu, donc ça, c'est pas bien, mais tu peux pas non plus être complètement défocus tu vois, et passer, comme tu dis, ta vie à rencontrer là trop de personnes parce qu'en plus, chacun va avoir ses propres idées, ses propres avis, et à un moment donné, il faut que tu sois, voilà, il faut que tu sois focus et que tu déroules ton projet, ouais. Ouais. Non, c'est Donc, clair. ouais, Et c'est clair. ça, tu as tout à fait raison. Et sur le product market fit, nous, comment? Alors évidemment, aujourd'hui, on est à un stade très préliminaire, donc on n'a pas encore de produit à vendre, Mmh. mais néanmoins, il est important de se réassurer. Tu vois, moi, il y a une comparaison que j'aime bien prendre. Quand tu es médecin réanimateur, tu aimerais beaucoup voir une jolie sinusoïde du rythme cardiaque de ton patient, mais néanmoins, les premiers signaux, c'est pas ça. Tu vois, c'est un truc qui est dégueulasse, qui est pas du tout sinusoïdal, qui va pas très haut, Clairement. qui est pas rythmé et tout ça. Mais c'est ça quand même que tu veux percevoir. Tu vois, c'est les premiers signaux qui disent, ah ok, en fait, le patient est en train de revenir à la vie. Tu vois. Moi, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, on n'a pas de produit. Pourquoi on n'a pas de produit? Parce que lancer une banque, tu en as pour 6 et 9 mois et 500 000 euros. Donc, en fait, quasiment obligé de faire une levée de fonds. Enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, je suis obligé de faire une levée de fonds. Et aujourd'hui, il faut quand même que j'aille démontrer
qui ait une certaine traction commerciale. Donc, tu le fais il comment? faut Tu de le fais en il faut de la traction. Il faut de la voilà, traction. donc tu le fais en expliquant et en communiquant ton projet. Et nous, en fait, là où on est super heureux, c'est que tu vois, on a déjà quasiment 600, même un peu plus de 600 personnes qui se sont préinscrites. Quand on communique sur LinkedIn, ça marche super bien. Tu vois, on a des reach qui sont hyper intéressants. On a des taux d'engagement qui sont énormes. Tu vois, notre vidéo, elle a trop bien marché. On est hyper content. Enfin, C'est chouette. peut-être un peu habitué aux réseaux sociaux. Sur Instagram, on crée notre compte Instagram d'Agatha. Il y a 3 jours, enfin vraiment littéralement la veille ou l'avant-veille de lancer notre vidéo. Et donc on avait 2 posts photos, il y avait peut-être 50 abonnés, tu vois. Donc c'est-à-dire vraiment rien du tout. On met notre vidéo et on fait plus de 13 000 likes, enfin plus de 13 000 vues de la vidéo. Donc ce qui est hyper important quand tu pars avec quasiment rien. Donc ça, si tu veux, c'est moi ce que je considère des premiers signaux de OK, il y a un intérêt du marché. Et c'est une première étape, bien sûr, et après, il faut évidemment les convertir, mais pour ça, il faut un produit. Donc, c'est pour ça qu'on cherche à lever des fonds assez rapidement. Là, tu as posé, avec ton associé, vous avez posé votre calendrier, le côté les grands jalons, les prochaines étapes, on se donne tant de mois pour boucler les fonds, et après ton programme de développement, en fait. Parce qu'une fois que tu as les fonds, encore une fois, un bon investissement, c'est que quand tu te présentes devant les fonds, tu es censé présenter ce qu'on appelle l'allocation des ressources. Donc, je veux tant d'argent pour faire ça. Donc, ça, c'est très clair dans votre tête, j'imagine, pour dérouler le projet sur les prochains 24 mois. Tu as fait ça à quelle échelle? Ouais, carrément. En gros, nous, on a commencé, comment on a fait ça? Bon, déjà, il y a une phase aujourd'hui qui est très claire, hein, c'est la phase de levée. Donc, pour la phase de levée, il y a 2 grands objectifs. Un premier objectif, qui est un objectif opérationnel. On veut avoir pré-staffé une équipe. On veut avoir identifié les personnes pour nous rejoindre. On veut avoir choisi les bons partenaires bancaires pour nous aider. On veut avoir choisi les bons outils tech pour pouvoir lancer l'application, pour pouvoir développer notre outil back, etc. Donc ça, c'est vraiment la contrainte, je dirais, l'aspect opérationnel. À côté de ça, on veut avoir mis l'accélérateur sur le sujet marketing. Donc on veut, c'est le product market fit, on veut avoir un maximum de préinscriptions. Nous, tu vois, historiquement, la première fois que je pitch le projet, j'avais dit, en fait, on aura 1000 préinscrits au moment de la levée. Et en fait, on a revu notre chiffre à la hausse en disant, mais 1000, on pense qu'on peut aller faire plus que ça. Donc maintenant, on dit 3000. Bon, on en a 600 sur 3000, donc tu vois, c'est déjà pas mal, c'est 20%, mais il reste encore 80. Il faut persévérer, il faut continuer. Donc ça, c'est vraiment le gros du travail aujourd'hui. Donc nous, on passe en comité d'investissement au fonds du bien commun à la fin fin décembre 2023, donc d'ici un mois et demi. L'idée, c'est que à partir du moment où j'ai la LOI du fonds, on puisse aller voir tous les partenaires en disant, OK, c'est bon, on a levé des fonds. À partir de maintenant, on se lance dans le développement de la structure. Et donc, de manière tout à fait concrète, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, tu as un peu 4 grandes phases avec tes partenaires. Tu as la phase où tu vas designer ton outil, la phase où tu vas vraiment la construire, la phase où tu vas la tester, et la phase où elle sera en run. Et donc, tu auras eu ton go live. Nous, ce qu'on vise, c'est de pouvoir aller boire, écoute bien, de pouvoir aller boire, c'est notre promesse, de pouvoir aller boire ton spritz avec notre carte bancaire Agatha, septembre 2024. C'est ça notre engagement. Donc toi, tu as des enfants, j'en ai aussi, ou alors d'aller payer les fournitures scolaires de tes enfants à la prochaine rentrée. Ça, c'est un objectif honnêtement qui serait hyper ambitieux parce qu'encore une fois. C'est hyper ambitieux, parce que moi qui suis dans la partie sur les aspects de dev, développement d'applications mobiles, etc. C'est encore une fois, il y a un chantier qui est gigantesque sur le montage de l'appli, de l'infrastructure, le produit, le test produit, qui est pas de bug, etc. C'est un produit financier, application de banque. C'est pas rien. C'est un gros boulot et honnêtement, j'espère qu'on pourra se reparler dans les prochains mois. On a quand même quelques éléments assez tangibles pour penser que c'est faisable. Mais en fait, ce qui serait génial, c'est de se dire en 12 mois, jour pour jour, on est passé du début d'incubation à un go live du produit. Honnêtement, ce serait assez supersonique et ce serait génial. Tu n'as pas de contraintes juridiques, contractuelles qui vont te peser ou qui vont te mettre des cailloux dans la chaussure? Parce qu'il y a des contraintes juridiques avec l'AMF. Ah oui, alors ok, donc réglementaire. Réglementaire, pardon, les contraintes réglementaires sont assez fortes dans cet univers de la banque et tout ça. C'est un très bon point. Alors, d'un point de vue tout à fait technique, il y a l'ACPR et l'AMF qui sont les 2 régulateurs français. L'AMF, c'est sur tous les métiers de la gestion de patrimoine. Donc, par exemple, quand tu crées une société de gestion de capital, tu es agrémenté par l'AMF. Nous, pour le coup, on sera côté ACPR, donc tous les métiers purement bancaires. Et effectivement, tu as raison, c'est extrêmement compliqué d'un point de vue réglementaire de pouvoir lancer une structure. Nous, l'option qu'on a privilégiée, c'est ce qu'on appelle agent d'établissement de paiement. Donc, de manière très concrète,
C'est pas réellement un agrément que tu demandes, mais c'est plutôt une notification auprès de l'AMF qui s'assure que tu vas pas faire n'importe quoi. Mais en réalité, celui qui assume la responsabilité Oui, c'est le réglementaire du fournisseur, projet, exactement. Exactement. Donc là, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire de manière concrète, tu as un délai d'à peu près 2 mois pour pouvoir envoyer ton dossier à la CPR et qu'il accepte quasiment, enfin, je vais pas dire quasiment automatiquement, mais c'est beaucoup plus simple que d'aller chercher ton propre agrément où tu agirais sous ta propre responsabilité. Il faut pas oublier qu'il y a sur le marché, sur le secteur sur lequel tu es positionné, Thomas, il y a donc toutes les fameuses néobanques qu'on connaît, dont on connaît les noms, dont on a vu passer, hein. On pourra évoquer des gens comme Conto, comme Shine, etc. Tous Ouais, ces gens-là ont tous commencé par ce que tu dis là. bien sûr. Ils étaient pas banques, et d'ailleurs certains ne sont pas toujours banques, hein. Ils étaient en mode avec un agrément. Et il y avait un opérateur, on appelle ça un opérateur, qui faisait toutes les démarches pour eux, quoi. Ouais, alors il faudrait vérifier, mais tu as raison, hein, c'est donc Conto et Shine, en l'occurrence, donc deux néobanques B2B, Mmh, mmh, mmh. se sont lancés avec le même partenaire, hein, qui était Oui. Trésor, la filiale de la Société Oui, Générale. c'est toujours le même, hein. Ouais, Je crois que c'est un leader européen, ouais, c'est énorme. qui est d'ailleurs, pour la petite histoire, hein, et autant qu'on apprenne des choses sur ce podcast, c'est Société Générale, hein. Ouais, bien sûr. C'est Ouais, Société Générale qui a racheté, enfin qui a mis la main sur, Trésor, ouais, Treezor, et donc c'est effectivement le fameux opérateur qui délivre les services, exactement. fintech à des gens qui veulent se lancer en banque tant qu'ils Ouais, sont pas eux-mêmes, certifiés et agrémentés comme banque, quoi. Mmh. clairement. Et donc, pourquoi je te disais que c'était aujourd'hui, il y avait une industrie qui était beaucoup plus mature, c'est qu'en réalité, Trésor, quand tu bosses avec Trésor, ils te mettent 3 choses à disposition. Ils Ouais. te mettent évidemment l'agrément, Oui. premier point. Ils te mettent leur technologie, ce qu'on Voilà, appelle c'est le ça, core la banking system. plateforme, toute la plateforme et les Voilà, donc la flux et tout plateforme, ça, c'est eux ouais. qui te la mettent à disposition et ils te mettent également leurs partenaires. Et en fait, des partenaires, tu en as plein. Tu as un partenaire pour l'onboarding de tes clients, tout l'aspect KYC, Know Your Customer. Donc, Yes. t'assurer que tu vas pas financer ni du terrorisme, ni Ouais, c'est blanchir ça. de l'argent. Ouais. Tu vas avoir le partenaire qui va gérer toute ta flotte de cartes bancaires. Tu vas avoir, donc, toutes les transactions, c'est eux qui vont les gérer. Tu vas avoir le partenaire qui va fabriquer tes cartes bancaires. Tu vois, tu parlais tout à l'heure des délais de Bah oui, lancement. tout ça, c'est la partie cachée de l'iceberg, quoi, hein, c'est Exactement. Juste pour donner un chiffre, hein, pareil, tu voulais qu'on apprenne des choses, apprenons-en. Quand tu fabriques une carte bancaire, tu as un délai de 8 à 12 semaines entre le moment où tu viens commander, donc tu envoies D'accord. ton bon de Ouais. commande de tes cartes bancaires, Les et le cartes, moment ouais. où ton partenaire reçoit les bouts de plastique. Tu vois, c'est très long. C'est très, Ouais, très long. ouais. Ouais, Il faut l'avoir en tête. toi, je Voilà. pensais que c'était plus court que ça, quoi. Ouais, d'accord. Non, 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 c'est assez long. Alors, ça a été encore plus long au moment du Covid où il y avait des problèmes de puces, d'approvisionnement, Ouais, etc. Maintenant, c'est ouais. plus rapide, mais ça prend quand même Ouais, du ouais, temps. ouais. Non, mais tout ça, Thomas, nous permet de mettre en perspective que voilà, l'entrepreneuriat, et en l'occurrence dans le secteur de la finance, de la banque, etc. C'est pas simple. Il y C'est pas a simple. il y a des infrastructures, des comment dire, des poids qui sont des poids. On vient de le voir, des poids réglementaires, des poids qui sont compliqués. Clairement. Et c'est pas juste tiens, je monte un logiciel, je monte un service, et je dois rien à personne. Là, il y a une chape supplémentaire de difficultés qui est liée à ces aspects juridiques, C'est administratifs, clair. et surtout en France, hein, pour rappeler qu'on n'est pas en train de monter ça à Malte ou je sais pas où, on est en France, et donc Ouais. le poids administratif, il est réel, quoi. C'est Ouais, c'est pas. clair. Après, tu as quand même, tu vois, tu as quand même aujourd'hui des choses qui sont assez simples. C'est qu'aujourd'hui, tu as un truc qui s'appelle le passeport. Ce qui veut dire que toi, quand ton agrément, tu peux le passeporter dans tous les pays d'Europe. Ce qui veut dire que demain, tu veux te lancer dans d'autres pays. C'est quand D'accord. même, c'est des choses qui sont quand même considérablement simplifiées. Mais tu as raison, on va pas se mentir, hein, c'est beaucoup Ouais, plus ouais. simple d'aller monter un restaurant ou un bar Bah que oui. que d'aller créer une banque. On va pas se mentir. Ouais. Je mentirais si je disais le contraire. Ah, et puis en plus, bah, moi j'essaye de restituer ça, au maximum aux auditeurs du podcast, mais on est sur des dimensions qui sont des dimensions tech, hein. C'est-à-dire que c'est Ouais, finance, mais c'est tech, hein. C'est très bah, tech bien tout sûr. ça, hein. C'est des flux financiers, c'est des informations Ouais, informatiques qui passent dans des bases de données. Il faut sécuriser, hein, parce qu'on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, plus que jamais, ces univers bancaires, ces univers de la finance doivent être absolument sécurisés, sachant qu'on a un chien qui a débarqué dans le jeu de qui est l'IA. Et donc aujourd'hui, l'IA, l'intelligence artificielle, elle vient bousculer tous ces problèmes de sécurité, hein, parce que ça devient de plus en plus facile de faire des cyberattaques, et donc les univers de la finance, ils sont particulièrement assaillis d'attaques. Donc ouais, c'est pas, ça rajoute des couches de complexité. Tu vas devoir toi avoir d'ailleurs dans tes équipes que tu seras amené à recruter, et ben tu vas devoir apporter une attention toute particulière clairement. à la partie sécurité, sécurité, cybersécurité Ouais. de tes plateformes techniques, hein, ça c'est clair, Et hein. sur la partie sécurité, un point qu'il faut avoir en tête, et je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais en fait, quand un acteur se monte, quand une néobanque se crée, c'est un appel d'air de tous les fraudeurs de la place. Donc ça, il faut le Ouais, savoir. ouais. Et aujourd'hui, donc tu sais très bien pourquoi, parce qu'en fait, ils testent.
Et tant qu'ils ne sont Ah oui, pas. ils testent Tant- la performance des pare-feux et de toute la ah, sécurité. Ouais. voilà, exactement. Donc ça, il faut vraiment le savoir. Et on sait très bien que demain, on va être envahi de Ah, demandes de fraude, de blanchiment d'argent, de financement du ouais, il terrorisme. faudra C'est des faire choses qui sont attention. vraiment concrètes. Donc on a vraiment intérêt, parce qu'en fait, c'est aussi notre réputation qui est en jeu. C'est-à-dire que tu as évidemment le Bien risque sûr. réglementaire, mais d'un point de vue, toi, tu n'as pas envie de te retrouver un jour en première plage des échos parce que ta banque a servi à financer une opération de terroriste en Clairement. France. Non, Donc puis en il plus, faut être. ça serait, du genre à te faire planter ton projet. Bah C'est-à-dire oui, que tu peux ne absolument, pas ouais. t'en relever, quoi. C'est un coup comme ça, ça peut être radical, hein. Ouais, je suis Ouais, c'est d'accord, clair. hein. Mm. Bon Thomas, nous voilà avec un parcours très intéressant. Il est temps de demander, vu qu'on est sur je ne perds jamais, hein, soit je gagne, soit j'apprends, et Dieu sait s'il faut apprendre dans l'univers de la finance. Je voudrais savoir si tu as une source comme ça d'apprentissage, qui est un livre de chevet, un podcast, une série télé, un film. Qu'est-ce qui, toi, Ouais. te transporte au niveau de l'apprentissage? Est-ce que tu as un petit comme ça, un petit ouvrage secret, un petit livre ou autre chose à nous raconter? Comment tu Écoute, apprends? je vais vraiment te décevoir, mais Ah, je suis très peu consommateur de séries télé, mais d'accord. vraiment très, très peu, c'est-à-dire j'en regarde absolument Parce que jamais. t'as pas Et le deux, temps, parce que voilà, c'est c'est pas pas un mon truc truc. qui te Non, botte, quoi. Ouais, c'est pas mon truc. Et pareil que les films, en fait. Je suis très peu consommateur de films. d'accord. Pas très cinéphile. Je D'accord, suis un gros consommateur de YouTube parce que d'accord, ouais. j'aime beaucoup le contenu, en fait. Et ce YouTube, que je c'est trouve, magique. Moi, je trouve ça magique, ouais, YouTube. C'est en fait, ce que je trouve un peu décevant enfin, tu me diras, même si Netflix maintenant a pas mal amélioré son contenu en montrant des choses réelles, etc. Mais mmh. moi, le côté réaliste du contenu, Oui, c'est quelque chose que je j'adore. Donc c'est comprends pour ce que ça que tu je veux suis dire. plus. Pas le côté fictionnel de un truc, Exactement. qui est une fiction, quoi. Ouais, je Ouais, comprends. exactement. Mais alors, par contre, pour le coup, la lecture, moi, je suis un fan de lecture. Et D'accord, je dirais pas que c'est un. Je dirais, alors, ça fait partie des bouquins table de chevet de manière très claire. d'accord. Ça fait pas partie d'un bouquin qui m'a éclairé pour L'entrepreneuriat? l'entrepreneuriat ou dans ma carrière, mais que je recommande vivement. C'est un auteur, Antoine de Saint-Exupéry, qui est un gars absolument génial. Et notamment un bouquin qu'il a écrit qui était Pilote de guerre, un bouquin Un de que mes j'ai auteurs adoré. préférés, et tout le monde connaît Le Petit Prince, mais il y a pas que ça. Ouais, bah non, il y a pas, loin, alors, il y a vraiment pas que ça. Et au contraire, moi, je Vraiment trouve pas que que les ça. chefs-d'œuvre de Saint-Exupéry Mmh. enfin, se cachent dans l'ombre du Petit Prince. Et tu vois, il y a une des phrases qui m'a marqué, et je pense qu'il me marquera jusqu'à la fin de ma vie, et vraiment qui composante sociale et qui dit beaucoup de choses de l'homme. Dans Pilote de guerre, il dit cette phrase qui est absolument magnifique: la grandeur de ma civilisation, c'est que 100 mineurs s'y doivent de risquer leur vie pour le sauvetage d'un seul mineur enseveli, et à ce moment-là, ils sauvent l'homme. Tu vois. Donc je trouve que Waouh, cette waouh. phrase pour moi elle est hyper forte et elle éclaire vraiment le lien entre tu vois l'homme et la société, et c'est vraiment un des points que je cherche à développer avec Agatha. Donc je Très beau, recommande vivement très beau. Pilote Mmh. de guerre de Saint-Exupéry. Déjà parce que toute cette période honnêtement des grands Ouais, des pilotes et du développement des compagnies aériennes, c'est aérienne. absolument fabuleux. Ouais, Tu vois la ville c'est Mermoz de Saint-Exupéry, enfin c'est des trucs ouais, absolument c'est dingues. des aventuriers incroyables, ouais, c'est Bah ouais, clair. clairement. Carrément. Et eux, tu Bon, vois, eux, ils mettaient leur vie en péril quand ils allaient s'embarquer, on ne sait où, quand ils allaient tu traverser m'étonnes, tu l'Atlantique et m'étonnes. quand ils traversaient Ouais, la quand ils corridor des passaient Andes. là, ils passaient au-dessus Ouais, des montagnes et tout, c'était la folie. Il y a eu, d'ailleurs, il y a ouais, eu un film que il faudrait que je retrouve ça, je mettrai dans les notes de l'épisode. Il y avait eu un film comme ça sur la vie de Saint-Exupéry qui était pas mal, effectivement, mais ouais, c'était, non, c'est clair que ça là, c'était l'aventure, hein, c'était vraiment ouais. des Ouais, gars c'était magnifique. Dans ce même sujet, il y a un gars qui s'appelait, un pilote de guerre qui s'appelait Guillaumet, mmh, alors je vais peut-être dire vraiment des bêtises, mais encore une fois, le sens du message était le suivant: qui se crache en avion dans la cordillère des Andes, et donc avion détruit, machin, etc. Et en fait, se retrouve à marcher pendant une semaine avec ouais, évidemment pendant des pas d'eau, kilomètres, pas de nourriture, blessé, etc. Et en fait, le gars finalement finit par être récupéré vivement et s'en sort. Et en fait, il a cette phrase pour dire à quel point les gars étaient quand même des grands barrés à l'époque. ils étaient perchés, quoi. Il disait ma femme et mes amis savent que si je vis, je marche. Si je ne marche pas, je suis un salaud. Donc en fait, le gars, il s'est dit, mais juste pour ne. Enfin, Ouais, j'ai pas envie de gruger ma femme, j'ai pas envie de gruger mes amis. Donc pour te je ne dire, suis quoi. pas mort, je marche, quoi qu'il arrive, quoi. Quoi qu'il arrive, Vraiment quoi. détermination colossale. Abnégation totale, quoi. Ouais, Ouais, exactement. c'est clair. Waouh! Bon, alors la deuxième.
Je garde ce livre là, il est top. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Je vais m'y remettre. Tiens, Bah, tu vois. vas-y, ça se lit vite en plus, c'est des petits bouquins, c'est vraiment génial. Ah, c'est super, je vais aller là-dessus. On est dans l'univers de la finance, donc cette question, toi, voilà, va te plaire, j'espère. En tout cas, il s'agit pour moi d'essayer de creuser un petit peu Ouais. ton why, un petit peu ton étoile du Nord et ta boussole. Imaginons que je te donne un chèque en blanc. Alors, je sais que tu lèves des fonds en ce moment, mais j'aimerais bien pouvoir te donner ça. Mais imaginons que je te donne un chèque en blanc, donc tu as des moyens financiers illimités. Je voudrais savoir ce que ça change pour toi par rapport à ton projet de vie. Qu'est-ce que tu ferais avec cet argent-là? Est-ce que tu te dis, je rachète une société qui existe déjà? Est-ce que je monte ma propre société? Est-ce que c'est celle que tu fais en ce moment? Est-ce que c'en est une Ouais. autre? Voilà, dis-toi que tu n'as pas de limite parce que souvent on se met des limites. Et donc, je voudrais savoir quel est un petit peu ton mantra là, si jamais tu as des Ouais. moyens comme ça considérables. Réponse zéro bullshit, hein, on est d'accord. Ah oui, clairement, ça m'intéresse Ok. pas de faire de la vitrine et pour la galerie. Ok. Écoute, de manière très pragmatique, je pense qu'en premier lieu, je trouve un peu la maison de mes rêves pour vivre avec ma famille. Ça, c'est un point qui est hyper important pour moi. Ouais, cercle de Euh, sécurité, premier ouais, cercle, ouais, protéger les exactement. siens. Et Ouais, vraiment pouvoir créer un endroit qui est vraiment l'endroit tu vois, de la maison de famille. Moi, j'y suis, enfin, le c'est une, cocon. ouais, le cocon familial. C'est quelque chose auquel je suis vachement attaché. En fait, si tu veux qu'un chêne pousse, c'est pas en tirant sur le chêne qu'il va pousser plus vite, c'est en lui laissant le temps tu vois, que ses racines poussent, etc. Donc moi je suis assez convaincu que c'est important d'être ancré à un endroit, tu vois, avec sa famille. Donc ça c'est vraiment un des points que je ferai en priorité. Et en plus de ça, moi tu vois, je suis un peu par adoption un Parisien, mais historiquement j'ai grandi moi en Picardie, tu vois, dans le nord de la France, enfin D'accord. Ouais. entre Paris et le nord, tu vois, une centaine de kilomètres au nord de Paris. Donc c'est quand même une région qui est assez rurale. Yes. Et moi, c'est vraiment un truc qui me fascine et j'adore ça. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, Le de manière évidente, rattachement à la terre. ouais, ouais, carrément. Ouais, carrément. Et le deuxième point, qui est un point évidemment, ça va te sembler évident, mais là, je suis en train de monter Agatha. Donc moi, ce que je rêverais, c'est de pouvoir avoir des moyens de monter le projet comme je l'entends, Ouais. sans avoir d'autres contraintes que celles que j'ai envie de me fixer, tu vois. Parce que tu sais bien que quand tu fais venir un investisseur à ton tour de table, ben, en fait, ça va nécessairement avoir des conséquences opérationnelles, financières, etc. Bien sûr. Dans le recrutement de tes équipes, dans la priorité, dans la roadmap produit, etc. Donc moi, honnêtement, d'avoir un chèque en blanc pour pouvoir développer le produit tel que je le rêve, me Ouais. semble hyper intéressant. Ceci étant dit, Maximum d'impact, exactement, quelque chose dans l'univers de la finance, sur exactement, l'aspect social. Ouais. exactement. Alors ceci étant dit, je ne minimise pas non plus le rôle d'un actionnaire, dans le sens où Mmh. il apporte également, tu vois, un second regard, une capacité de challenge, une vision du marché, etc., etc. Mais voilà, donc faut trouver un bon équilibre entre les deux. Yes, ça me va bien, ça me va bien. J'aime bien cette notion que tu as de parler de ton cercle, tu vois, ton premier cercle, comme je l'appelle, parce que on l'oublie trop souvent, mais pour être fort à l'extérieur et faire des choses, il faut que son premier cercle, est justement soi-même, on soit justement en sécurité et bien, en fait. C'est déterminant pour pouvoir avoir la force de faire le reste. Donc, ne pas négliger ça parce que quand on est fragile sur son premier cercle ou au sein de sa famille et qu'on n'a pas les soutiens nécessaires, en fait, il est très difficile d'avoir de la performance sur le reste. Ouais, Donc, carrément, tout à fait d'accord. je trouve intéressant que tu cherches à, tu vois, première étape, je protège, je mets Ouais, tranquille, ouais. voilà, mon premier cercle parce que c'est sûrement, c'est ça qui va aussi te donner la force et l'énergie pour faire quoi. Donc je trouve ça bien. Bon bah nickel Thomas. Dernière question de cette interview. J'aimerais savoir si tu as une envie particulière pour un invité, un futur invité. Est-ce que tu voudrais voir quelqu'un à ce micro et à cette caméra après toi? Est-ce que c'est voilà, est-ce que tu as un ou deux invités à me recommander? Ouais, écoute, c'est une bonne question et je me jette à l'eau parce que j'espère qu'il n'est pas déjà passé parce que sinon Écoute, je passerais pour un idiot. Non, honnêtement, une bonne recommandation, ce serait Benoît Saint-Denis. Je sais pas si tu d'accord. vois qui est ce Je fighter de connais pas, mais MMA. j'imagine qu'il gagne à être connu. Ouais, en fait, c'est un gars assez extraordinaire. Et d'ailleurs, attends, je le montre. Je sais pas si on le voit bien sur ma veste. Tu vois, j'arbore sur ma Oui, veste le bleuet de France. Tu vois, le bleuet de France, c'est le yes, symbole ouais, d'un fonds de dotation qui soutient les familles de militaires qui sont soit blessés, soit morts au d'accord, combat. Et en oui, fait, Benoît Saint-Denis, c'est un gars qui a une histoire incroyable. C'est un ancien combattant des forces spéciales et qui d'accord, s'est reconverti récemment dans le MMA et qui a OK. une carrière absolument, qui a une carrière absolument Waouh, hallucinante. Il vient d'ailleurs de gagner ce week-end. Je sais plus si c'était samedi
enfin vendredi, samedi ou dimanche, mais il vient de gagner ce week-end un combat contre un Américain, tu vois, qui était un adversaire assez coriace. De taille, et en fait, c'est un gars qui est génial parce que il sait d'où il vient. Lui, c'est un gars qui vient de, tu vois, il vient vraiment il a pas oublié quoi. Il a pas oublié d'où il venait. Il a pas oublié. Et à chaque fois qu'il va se battre, il met vraiment en avant ses anciens frères d'armes. Je trouve que c'est vraiment chouette tempérament. Ouais. Donc je t'encourage vivement à inviter ce gars. Écoute, je vais remonter la piste. C'est quelqu'un que tu connais ou pas du tout? Ben j'aimerais rien. Je vais remonter la piste. On va essayer de faire un appel et à ce moment-là, j'aimerais bien essayer de réussir à le faire venir. Écoute, ça sera un grand plaisir. Et parfait. Je vais me mettre en chasse. On va essayer de le faire venir. Écoute, super, génial. Super. Bon, merci beaucoup Thomas. C'était un immense plaisir de t'avoir sur cette interview. Écoute, on a passé tu vois, un bon moment avec toi et bien comprendre que voilà, quels que soient les parcours d'excellence, tu vois, études, finances que tu as fait, etc. Ça n'enlève rien. On est tous, je dirais, finalement au même niveau quand on est entrepreneur. Chacun ses atouts, ses compétences, son parcours. Et puis on te souhaite, voilà, que le meilleur. Comme je dis toujours, tous ceux qui viennent ici une fois, en fait, ont désormais un badge d'entrée. De manière illimitée, donc tu peux revenir, tu nous raconteras les actualités et puis comment évolue Agatha dans les prochains mois, Thomas. Voilà. Carrément, trop bien. Écoute, merci Patrick, merci de l'invitation. C'était hyper intéressant de partager cette longue discussion et de partager ce que je pouvais avec toi. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.